mistakes. If it makes your life hard, you change. Let your hours go to waste. Let your night turn to day. It's too late to go home, so just stay. I hope we'll all be old someday. The trouble you made and all your mistakes. If it makes your life hard, you change. Let your hours go to waste. Let your night turn to day. It's too late to go home, so just stay. I hope we'll all be old someday. Ah merde, j'avais... Est-ce que c'est passé le ah merde? Totalement. Top. Bonsoir. Un très beau début. Bonsoir Internet, bonjour plutôt, puisque nous ne sommes pas en live. Nous testons un nouveau format de podcast qui n'est pas en direct et qui sera donc un peu plus monté. J'espère que ça vous plaira. Et donc bienvenue dans cette émission consacrée aux séries de science-fiction. J'ai avec moi Aki, ma partner in crime. Bonsoir, bonsoir. C'est notre rédac ciné-série pour ceux qui ne sont toujours pas au courant. Et c'est une grande fan de Firefly devant l'éternel. L'éternel étant Joss Whedon, bien sûr. Je ne vais pas juger. On va pas commencer à se clasher. Moi, je suis Mimi, je suis rédac chef adjointe de Mademoiselle. Je mène le podcast qui s'appelle Derrière l'écran, qui parle de séries télé avec Aki. Et on a invité aujourd'hui le capitaine du Nexus, qui a bien voulu faire un tour à notre époque pour parler de binge-watching. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, bonjour, citoyennes et citoyens. Est-ce que C'est tu le peux... capitaine du Nexus 6. Pardon, le capitaine du Nexus 6. À Je chaque sais fois, en tu plus. oublies. Bah Mhm. oui, parce que j'ai l'habitude, tu vois, ça va plus vite. C'est un peu ton surnom, ton diminutif. Oui. C'est moins pire que Aki qui pensait que tu t'appelais capitaine Nexus. C'est vrai. Mais en même temps, le raccourci était facile, hein, je tiens Tout à à le fait. dire. En fait, c'est le fait de ne pas avoir fait le rapport entre les deux qui est plus gênant. Nexus, c'est tellement commun. Et puis, après, je ne savais pas que c'était Nexus 6, je dois l'avouer. Mmh. Rapport que tu ne t'es pas renseigné. Je le sais Et d'ailleurs, maintenant. pour tous les gens qui, comme toi, sont très peu renseignés, est-ce que tu peux te présenter, capitaine, s'il te plaît? Alors, je suis le capitaine d'un vaisseau spatial qui s'appelle... Le Nexus 6. Voilà, merci. Et c'est aussi le nom de la chaîne YouTube que moi et mon équipage nous tenons. C'est une chaîne YouTube qui parle de science-fiction dans tous les domaines, c'est-à-dire littérature, jeux vidéo, cinéma. En gros, dès que c'est de la science-fiction, on est susceptible d'en parler. Et voilà, et en même temps, l'intérêt, c'est que vous suivez aussi nos aventures dans la galaxie. Donc il y a un côté web-série aussi, puisque vous nous suivez dans nos aventures sur différentes planètes. Avec de la bagarre. Avec de la bagarre. Ça m'a donné envie, je vais aller regarder. Il y a de la bagarre. Après ce Vraiment, podcast. t'aurais juste pu faire une recherche C'est- Google ok, dans je vais les regarder, 3 Donc, tu dernières l'as pas regardé. semaines où on a prévu ce podcast. un petit peu. Ouais. Voilà, j'ai pas eu le temps. Voilà. D'accord. Le travail me prend beaucoup de temps. C'est vrai que tu Ok. travailles très bien. Ah ouais. Du coup, beaucoup C'est de une excuse professionnalisme. que j'accepte. Merci. J'accepte complètement. Bref, Ouais. on est là donc pour parler de séries. Tout à fait, De science-fiction. puisque on est tous les trois Suite à ta fans feuille. de science-fiction, mais il n'y a pas énormément, enfin c'est pas le genre le plus prolifique en séries télé, et surtout les séries qui sortent ne sont pas toujours des succès. Elles sont trop souvent annulées, faute de qualité ou faute de public, deux critères qui sont parfois liés, puisqu'une série de qualité moindre n'attire pas toujours les foules. Et on a donc voulu dédier un podcast à ce sujet avec une question: est-ce qu'on est face à un renouveau des séries de science-fiction en 2016, en cette fin 2016? Mais pour parler de renouveau, il faut commencer par revenir aux racines du genre. On va donc parler des classiques de la série de science-fiction. Avec un petit mot pour commencer, on va dédier ce podcast aux séries de live-action et donc laisser de côté les programmes d'animation. Il y a beaucoup de grands noms de science-fiction, notamment dans l'animation japonaise avec Albator ou Cowboy Bebop. On en a vu aussi côté États-Unis avec Futurama, mais ce serait trop de boulot de toutes les mentionner et on a déjà pas mal de titres à couvrir. Et on a qu'une heure. on a essayé d'avoir une... Dis pas qu'on a qu'une heure parce que le fichier après il va faire 1h27, les gens ils vont savoir qu'on a raté. On s'est dit entre 1h et 1h30 pour ne pas trop dépasser. Donc voilà, on ne va pas parler d'animation, mais il y a des très belles choses qui se font en science-fiction de ce côté-là. Donc on va commencer par parler des classiques du genre. C'est des séries incontournables qui ont façonné le genre de la série de SF, mais qui ont longtemps été cantonnées à une niche où il y avait un public plutôt geek et plutôt nerd qui les regardait, et elles n'ont pas forcément réussi à sortir de cette niche pour être regardées par le grand public. Donc je voulais commencer par parler d'une série qui nous a, je pense, tous les trois mis d'accord, c'est Battlestar Galactica.
Oui. Absolument. Et c'est marrant qu'on commence par cette série-là parce qu'au final, Battlestar, elle n'a pas tous les critères, tous les ingrédients qu'on peut supposer de prime abord dans une série de science-fiction. Il n'y a pas d'extraterrestres, par exemple. Voilà, voilà. Oui, en fait, tu veux dire l'image que le grand public se ferait de la Absolument. science-fiction. Ouais. Mm. Bon, ça, c'est un autre débat, mais après, ça reste quand même. L'une des meilleures séries de science-fiction. Non, et puis même purement de la science-fiction. D'ailleurs, on peut spoiler ou pas Ouais, je pense qu'il y a prescription sur ouais, Battlestar, quand franchement, même. Hein. En plus, 2004-2009. Battlestar part d'un postulat qui est quand même très intéressant. Et on s'en doute un petit peu dès le début, mais on s'en rend compte que vers la 3e saison. C'est qu'en fait, Est-ce que tu peux résumer pour ceux et celles qui ne connaissent pas Battlestar Galactica Battlestar Galactica, de quoi en ça fait, cause ça se passe dans un univers où il y a 12 planètes, donc les 12 colonies de Kobol, il y a eu, il y a 30 ans environ, une guerre contre les Cylons. Les Cylons qui sont des robots qui ont été créés par les humains et qui, comme d'habitude, se sont rebellés, hein, parce que voilà, on les traitait comme de la merde. L'indépendance. Et puis, voilà, il y a eu une guerre de plusieurs années qui s'est terminée par un statu quo et ça fait 30 ans que c'est la paix. Et il n'y a plus eu aucune de nouvelles des Cylons depuis. Et puis un jour, ils réattaquent en force, puisqu'en fait, ils détruisent les 12 colonies. Et il ne restera plus qu'une flotte de quelques vaisseaux, donc les derniers survivants de l'humanité, qui vont partir en fait en quête de la légendaire 13e colonie qui est la Terre, en fait. Voilà. Donc ça, c'est dans les écrits. Et ce qui est très intéressant, et donc ça rejoint un petit peu ce que j'allais dire, c'est que c'est une société qui est polythéiste, qui croit dans les dieux de la mythologie grecque. Et donc au début, en fait, on se pose un peu des questions. On se dit, tiens, c'est quand même assez étrange. Puis 12 colonies, la Terre, une autre colonie ancienne, légendaire. Quand est-ce que ça se passe, en fait, dans une échelle de temps ? Et du coup, en fait, on se rendra compte au fur et à mesure que ça se passe dans le passé. Et que ces gens sont nos ancêtres. Et donc, c'est là aussi que c'était très intéressant. Ouais. C'est que placer la science-fiction, en fait, dans le passé, c'est un formidable pied de nez, je dirais. En fait, alors là, je précise, moi, je n'ai vu que la nouvelle série, donc Oui, 2004. Je n'avais pas vu d'accord. l'ancienne parce qu'au départ, Battlestar, c'est comme une série des années 60, pour ne pas. Et puis avec des téléfilms un peu plus. 70-80 70, plutôt, ouais. ouais. Avec je des pense que la nombreux plupart des téléfilms. gens, quand ils pensent à Battlestar Galactica, ils pensent à la nouvelle série. version. Oui. Et ouais, alors moi, j'étais assez intriguée également par ce côté religieux, parce qu'en fait, la religion, la politique aussi, tient une place assez importante dans Battlestar. Et après, toute la quête, en fait, on ne sait pas vers où est-ce qu'ils vont, le but mystérieux, etc. Même si vers les 2 dernières saisons, le mystique prend le pas sur l'histoire. On ne sait même pas si c'est vrai au début, enfin, s'il y a vraiment cette colonie, si... voilà. C'est l'Eldorado, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Mais du coup, alors moi, c'était vraiment le complot, en fait, un peu... politique qui m'avait attiré de prime abord. Et ensuite, tu as tout l'aspect des Cylons, parce qu'il faut en parler quand même des Cylons qui... en fait, ont revêti un aspect humanoïde. Ouais. Ce ne sont plus que des robots, ce ne sont plus de simples robots, mais ce sont des êtres humains d'apparence. Et le coup de, on va parler de numéro 6, qui est, tu sais pas trop si elle est vraiment là, si elle est, ce n'est qu'une illusion. Enfin, c'est un peu compliqué. Alors, la numéro 6 de Gaius Baltar, mais bon, là, ça devient compliqué pour les gens qui n'ont pas vu, mais oui. On va pas rentrer trop dans les détails de la série, puisque l'idée, c'est aussi de parler de quelle place peut avoir cette série dans le grand monde des séries de science-fiction. Est-ce que tu penses, toi, Aki, qu'elle a... Alors, je pense qu'on peut dire qu'elle a une place importante, mais est-ce que tu penses qu'elle a ancré des choses dans le genre, qu'elle est devenue une référence ? Ouais, absolument. Déjà, c'était pas une simple série de je pars à la découverte, chaque semaine j'ai une nouvelle mission. C'était vraiment un fil rouge conducteur sur le long de la saison et de la série. Après, il y avait les questions traditionnelles de quelle est la nature humaine, est-ce que en étant un robot, je peux quand même éprouver des sentiments, des émotions ? Grande question classique de l'univers de la SF. Et ouais, donc c'était vraiment très bien mené, c'était très bien joué, et donc je pense que c'est normal que tous les gens la citent comme une référence de la SF. Après, comme tu le disais, en fait, c'est l'aspect politique qui est très important. Et en fait, Battlestar a redonné un peu ses lettres de noblesse à la SF en série, justement par ce côté très sérieux. C'est-à-dire que, avant Battlestar, la SF avait repris ses lettres de noblesse, mais vraiment dans les séries, c'était quand même toujours un petit peu léger, l'aventure, etc. Là, il y a des épisodes quand même très durs, des thématiques très difficiles. Dans le pilote, il y a le meurtre d'un bébé, par exemple, qu'on ne voit pas explicitement, mais on entend un bruit, on comprend, c'est quand même assez dur. Un chiffre aussi. Ouais. Et du coup, c'est vraiment ça qui a été intéressant avec Battlestar, c'est que on a pris des thématiques fortes et on en a fait quelque chose de sérieux.
et on s'est dit on va l'inscrire dans un cadre de la SF. En plus que tu citais la série des années 70 et 80 parce qu'en fait il y a eu des téléfilms aussi. Ouais. À la base Battlestar c'était le téléfilm d'ailleurs qu'ils ont prolongé en série. C'est ça. Et du coup c'était quand même moins sérieux. Enfin, il y avait ce côté kitsch, etc. Là, on est vraiment dans une série qui prend ses sujets au sérieux, ses personnages au sérieux. Il y a du suicide, enfin, c'est génial. Bah, c'est vrai que ça tranche beaucoup avec les séries Stargate, par exemple. Qui est, comme tu dis, beaucoup plus légère et même en fait le kitsch, oui et non, parce que les effets spéciaux ne sont pas si dans l'espace. Je pense notamment au combat dans l'espace, ils sont pas si incroyable. Tu parles de Battlestar ? De Battlestar, ouais. Donc il y a quand même, il garde un peu le côté cheap quand même. Pour de la télé de mi-année 2000, c'était pas mal. Enfin, pour de la SF de mi-année 2000, donc a priori pas le genre où on met le plus de budget, ça se défend encore. Franchement, ça va. Ouais, moi je suis d'accord. La première fois que j'ai vu, quand je le vendais à mes amis, je disais c'est la première série de SF que je vois où les effets spéciaux c'est comme Star Wars. Enfin, c'est vraiment la phrase que je disais, quoi. Donc moi je me souviens. Aujourd'hui c'est un peu plus vieilli et encore, je trouve que c'est. Non, ça va. Ils en faisaient pas trop, donc ça a pas les moyens d'en faire plus. Mais moi, pour le coup, je suis pas trop d'accord. Il y a que les silons qui, par contre, en image de synthèse, tu sens des fois, t'es là, bon, ouais, là c'est vrai. Mais ouais, du coup, ça tranche vraiment avec Stargate, qui pour moi est aussi une autre série de référence, hein, malgré tout ce qu'on peut dire dessus. 10 saisons, 10 saisons, voire plus. Ouais, hein. je sais pas. Enfin, une dizaine de saisons, c'est quand même ouf, quoi. Battlestar, au final, ça n'a eu que 5 saisons. Hein. Mais est-ce qu'on peut dire que Stargate c'était plus mainstream ? Est-ce que Stargate a réussi à sortir un peu de cette niche ? Parce que moi je me souviens quand j'étais gamine et ado, en fait Stargate ça passait à la télé, enfin je sais plus si c'était sur M6, un truc comme ça, et j'avais plein de potes qui étaient pas spécialement versés dans la SF, qui regardaient ça, mais comme il y avait beaucoup de séries fantastiques à l'époque, il y avait Charmed, etc. Et en fait c'était pas un marqueur social, c'était pas tu regardes Stargate donc t'es nerd, c'était pas vraiment identifié en fait comme de la grosse science-fiction. Donc peut-être que Stargate a réussi à pas forcément démocratiser le genre auprès de tout le monde, mais en tout cas à pas être vu comme une série pour les geeks. C'est pas faux parce que j'entends souvent, j'ai jamais vraiment regardé de la science-fiction sauf Stargate. Donc effectivement, je pense que ça rentre dans le mainstream. Ouais, après Stargate, il y avait cette base qui était le film, quand même, l'un des seuls bons films de Roland Emmerich. Ça monte au clash. En tout cas, le dernier. Et non, il y a eu Le jour d'après qui était sympa. Ah ouais, d'accord, Le jour d'après. Okay. Il est pas mal Le jour d'après. Non, mais il est marrant, mais un beau film Le jour d'après. Bon, bref. Non, j'ai dit il était sympa. Ouais, sympa, ouais. Bon, il y avait cette base. Et du coup, quand ils ont décidé de faire la série, là où c'est vrai que c'est intéressant, c'était un pari. Parce que c'était un univers étendu d'un film. Je crois que c'était plus ou moins une des premières fois que ça se faisait, en tout cas à cette échelle. Mais voilà, Stargate, c'était assez léger, c'était quand même beaucoup d'humour aussi, ça jouait là-dessus. Et là où par exemple le film avait des partis pris assez intéressants, par exemple quand il voyage sur le nom de la planète, j'ai pu Abydos, je crois me souvenir, bref, la première planète dans le film, la seule d'ailleurs, les personnages parlent une autre langue. Et moi, même à l'époque, alors que j'étais jeune et que j'étais pas encore trop critique, j'étais plus dans la consommation, ça me plaisait, j'aimais beaucoup Stargate, j'étais là, tous tes humains sur toutes tes planètes, ils parlent anglais, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que tu peux accepter des fois, parce que mais dans Stargate, moi ça m'avait gêné parce qu'ils avaient fait cet effort-là dans le film de base, donc tu vois, tu arrives sur les planètes et tout. Mais je crois qu'il y avait une explication quelques années après, on m'a dit ça. Apparemment, quand tu passes la porte des étoiles, ça fait un truc qui fait que tu comprends la langue. Mais ça fait un contrat tacite comme dans tous les films et toutes les séries où ils veulent pas s'embêter à mettre des sous-titres. Ouais, mais ils disent c'est non, du mais foutage en de vrai, gueule. ils parlent pas la même langue, mais ils se comprennent, donc on vous a mis la même langue. Le problème, c'est que tu peux pas dans chaque épisode refaire ce processus de traduction, etc. Et puis moi, ce qui me saoulait au bout d'un moment, c'est que alors t'avais la planète des cow-boys, t'avais la planète des vikings, parce que les extraterrestres, j'ai plus le nom là, les extraterrestres dans Stargate, c'est les Goa'uld. Ah oui, eux. En fait, ils avaient pris plusieurs peuples sur la Terre, ils les avaient foutus sur des planètes. J'étais là, c'est recycler toujours les mêmes trucs. Et moi, au bout d'un moment, alors que j'aimais bien la série, je l'ai jamais fini. Je sais pas. Et pourtant, on m'a dit qu'à la fin, c'était quand même plus sympa. J'ai même pas regardé Atlantis. J'ai regardé la dernière série, celle qu'ils avaient faite. Universe. Ouais. Et qui, pour le coup, c'était beaucoup inspiré de Battlestar Galactica, en tout cas dans la réalisation, etc. Et moi, j'ai trouvé ça très sympa. C'est un univers que j'aime bien, mais pour le coup, je suis assez critique sur la série. Mais c'était aussi une question de manque de moyens à l'époque. Et puis, tu mettais pas les moyens pour une série de SF, en fait. Enfin, où tu prenais le truc un peu par-dessus la jambe, en fait. Mais ça crée quand même un bel univers au final. Oui, quand même, bien sûr. Toutes les planètes liées avec la porte des étoiles, c'était joli, il y avait beaucoup d'ambition. Atlantis, j'avais trouvé ça fun à regarder aussi.
l'aventure de la semaine, mais mis à part ça, il n'y avait pas de réflexion hyper profonde, je dois l'avouer. Si j'aimais bien le côté pacifique et je sais plus quoi d'une des locales là. Voilà. Une des locales. J'ai oublié, c'était une importante, un personnage principal. Mais oui, après, ça prônait des jolies valeurs, en fait. On va dire ça comme ça. Non, c'est vrai. Et puis, bon, il y a eu tellement d'épisodes qu'au final, ça parlait quand même de choses dures aussi, etc. Mais je dirais juste, en termes de la cohérence sur tous les épisodes, bon, bah, c'était un peu une série à l'ancienne. C'est-à-dire que des fois, souvent, il y avait des séries qui faisaient ça dans les années 80-90. Un épisode un peu spin-off qui se passe dans un autre monde. Enfin, voilà, ça, c'est le genre de choses... C'est un peu une fanfic, en fait. Voilà. C'est univers alternatif. Et là, on dirait qu'on fait ça. Battlestar ferait jamais ça. Non, voilà. non. Bon, ben... Quoique le saut temporel, enfin, tu sais, la saison 3, ça commence après une ellipse de quelques temps. Moi, j'étais un peu perdue. Qu'est-ce qui s'est passé quand même ? Est-ce que c'est vrai ou pas au début, d'accord. Ouais. Bon, c'est canon quand même. Mais, oui. Après, c'est compliqué, je pense, de parler de grands noms de séries de SF sans mentionner Star Trek. Mhm. Alors, personnellement, je connais très peu, puisque même la série, je pense que au niveau génération, je suis pas de la bonne génération pour avoir grandi avec. Et en fait, j'aime pas trop les films. Les films de J.J. Abrams, là, j'en ai regardé un ou deux et ils m'ont vraiment laissé pas trop de souvenirs. En fait, je les ai pris comme un divertissement et je suis pas vraiment rentrée dedans. Surtout celui avec Cumberbatch. C'est le deuxième, celui-ci, Into the Darkness. J'en ai pas de souvenirs du tout, à part que je trouvais le personnage de Cumberbatch un peu nulos en méchant, alors qu'il avait été très, très bien vendu. Mais du coup, peut-être que vous avez un autre rapport à Star Trek que le mien. Tu veux de l'eau peut-être ? Non, ça ira, merci. Tu Capitaine, servez-vous. Nous sommes très très riches en eau. Alors non plus, je ne connais pas du tout Star Trek, enfin pas très bien. J'ai vu les récents films. J'ai essayé de regarder Discovery 9, non c'est pas ça déjà. Deep Space Nine. Deep Space Nine. Et du coup j'étais, en fait ça a super mal vieilli, j'y arrive pas du tout. En plus, il y a des extraterrestres, voilà. Et toi, t'aimes pas les aliens. Communautaire, quoi. C'est le concept de Star Trek. Donc, mais après, je comprends que le concept de Star Trek est créé un peu le fandom de la SF. Ça a créé les fanfics. Tu mentionnais ça, mais c'est vraiment grâce à Star Trek qu'il y a eu des fanfics, aux conventions, etc. Donc, j'admire et je remercie énormément Star Trek, mais je ne suis pas une Trekkie, comme ils disent. Moi, bon, j'ai la toute première série, donc celle avec ce qu'on appelle la Team Kirk. Bon, voilà, aucun d'entre nous n'était né. Je m'étais un peu rattrapé, j'ai regardé pas mal d'épisodes, mais c'est vrai que ça a beaucoup vieilli sur le rythme, etc. Mais c'est une série qui est très importante dans cette première partie parce que c'est la définition même de ce que moi je considère comme ce que doit faire la science-fiction. C'est-à-dire que la science-fiction, c'est là pour nous apporter de nouvelles idées, de réfléchir sur la société, sur des évolutions sociales, sur des choses. Et Star Trek, c'était ça, en fait, c'est une ode anti-raciste et anti plein d'autres choses, en fait. D'ailleurs, bon, je pense que beaucoup de gens connaissent cette anecdote, mais c'est la première fois qu'à la télé américaine, ou qu'à la télé tout court, un homme blanc et une femme noire se sont embrassés. Oui. Donc ça, c'est part de petites choses. Je suis sûr qu'aujourd'hui, avec notre œil d'aujourd'hui, on verrait encore des trucs qui passeraient pas, parce que c'est aussi le produit d'une époque, mais c'était vraiment ça l'objectif, et je pense que c'est louable. Moi, j'ai plus connu la Next Generation, donc la deuxième série avec le capitaine Picard, Cocorico, capitaine français, joué par le grand... j'ai plus le nom, ça ne vient plus. Non, c'était pas lui. Michael, non, zut. C'est avec un... Celui qui fait des voix dans American Dad aussi. Enfin, il est très connu, celui qui joue le docteur Xavier dans Exi. Patrick Stewart. Patrick Stewart, merci. Non, c'est ce que j'ai dit. Ah, mais tu parles. Non, je pensais à l'autre. En fait, vous n'êtes pas écouté. Oui. Non, je pensais à l'autre. Je pensais à... Patrick Stewart. Bon, on m'a dit non, j'ai fait Merci confiance beaucoup. parce que je suis nulle en nom. Et je connais plus ça. Et les premiers sont encore un peu vieux, au niveau effets spéciaux, etc. Et ensuite, ça s'améliore. Et j'ai pas regardé la dernière, enfin Deep Space Nine, Voyager non plus. J'ai vu des épisodes comme ça, mais à ce qui paraissait très bien. Après, c'est vrai que quand c'est un peu vieilli, c'est un peu difficile de rentrer dedans. Et moi, j'aime tout. J'aime les nouveaux films. Et les anciens films, il y en a qui sont très très mauvais, mais c'est des choses de l'enfance aussi. Donc bon, Si, j'aime bien l'Enterprise dans les nouveaux films, j'avoue, il est stylé quand même. Comme vaisseau, les vaisseaux sont quand même très importants, je trouve, dans les séries, dans toute œuvre de science-fiction. Et celui-là, il est particulièrement réussi. Puisqu'on est dans l'exploration spatiale, est-ce qu'il est temps de parler de ta série ? Ma série, Next Generation, c'est la série de plein de gens.
Oui, c'est la série de plein de gens et vraiment beaucoup de gens sont extrêmement tristes que cette série ait été telle une comète dans le ciel. C'est un peu ça, et qu'elle n'ait pas duré très longtemps. C'est bien sûr Firefly. En fait, je pense que Firefly, ça traîne un peu ce côté culte parce que ça a été de courte durée, hein, bien sûr. Exactement. Bien sûr, le film après, il n'était pas non plus officiel, mais c'était juste une joie de retrouver cette bande de mercenaires de l'espace. Tu te reconnais dans ces gens-là, capitaine? Le plus beau commentaire qu'on m'ait fait sous une vidéo, c'est juste le mec il a écrit Firefly saison 2. Non. J'étais trop fier. Oh bordel. Ça faisait plaisir. Oui, je comprends. Mais moi j'en frissonne rien que d'entendre ça, tu vois. Encore une fois, pensons aux gens qui n'ont pas vu Firefly. Firefly, qui a quand même gagné en une saison une place dans la partie sur les classiques de la série de SF. Donc a priori, si vous aimez la SF et que vous aimez les séries télé, regardez Firefly. Vous l'avez sûrement déjà vu. Hein. Regardez, ça me paraît évident que vous l'avez déjà vu. Aki, arrête de faire ça. Mais ouais, en fait, Firefly, donc c'est une série créée par Joss Whedon, le créateur de Buffy contre les vampires, Dollhouse, etc., etc., réalisateur des Avengers. Et c'est une bande de mercenaires qui se promènent aussi dans l'espace, qui fait des contrebandiers de l'espace, plus exactement. Donc ils récupèrent des marchandises sur des vaisseaux abandonnés, ils les revendent au plus offrant. Parfois, ils prennent aussi des wanted, donc ils accomplissent des missions selon la demande. Et donc il y a vraiment une bonne dynamique de groupe, chacun à sa place. T'as le gros musclé qui tire 3 mots dans un épisode, t'as un prêtre, ce qui est quand même, franchement, un pasteur, pardon, ce qui n'est pas commun. Clairement. Pas commun parce que les autres là ils tuent des gens, le pasteur il est s'il vous plaît la paix de Dieu, hein, donc oui, et puis il y a beaucoup de séries d'exploration spatiale qui squeezent un peu le côté mythologie et religion parce que je pense qu'il y a l'idée que c'est difficile de continuer à croire en Dieu quand tu vas aux confins de l'espace. Du coup, ils s'embarrassent pas trop de l'aspect religieux. C'est ça. Et donc, il n'y a pas d'extraterrestres dans Firefly. Et il y a un univers très spécial. C'est en fait comme si les États-Unis et la Chine avaient formé une superpuissance. Et donc, c'est eux qui forment un gouvernement. Et donc, du coup, dans la langue de tous les jours, il y a des termes chinois qui s'insèrent un peu dans leur anglais. Parce que bon, ça reste. On va pas non plus faire une série en chinois. surtout quand ils jurent, en fait. Oui, c'est vrai, surtout quand ils jurent. Et dans leurs vêtements aussi, ça se voit. Donc il y a vraiment beaucoup de recherche en fait dans l'univers. C'est très drôle. Il y a pas vraiment de fil rouge malheureusement. C'était encore les séries de l'époque où c'était pas trop feuilletonnant, quoi. C'était vraiment les épisodes clôturés de la semaine. Je l'avoue. Mais les personnages évoluent quand même. Il y a l'histoire de River en filigrane. Ouais, mais qui est très peu abordée dans la série au final, et qu'on découvre plus dans le film. C'est vrai. Et du coup, pourquoi c'est devenu culte, au-delà du fait que ça a été annulé Je pense que c'était le genre, tout simplement. On n'avait pas vraiment vu ce que toi tu qualifies de space opera, mais je ne sais pas si je qualifierais vraiment Firefly de space opera. Je suis pas très calée en termes de définition vraiment rigoureuse et rigoriste, donc il m'arrive de faire des abus de langage. Pour moi, je considère que c'est du space opéra parce que c'est de la SF d'exploration qui est déjà avec un ton relativement léger finalement. Oui. Et qui est pas vraiment tourné sur l'aspect technique en fait. Genre il y a plein de choses auxquelles entre guillemets genre c'est pas possible. C'est la vie de tous les jours. Et c'est plus la vie dans l'espace. Et du coup c'est des choses que je rapproche. Et puis il y a le côté choral aussi je pense. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnages en communauté. Ouais, en termes de thématique c'est un western. Oui. Et en termes de code c'est un western. C'est un space opéra quand même. C'est un space opéra. C'est tout. Et en fait, moi je pense vraiment que c'est les personnages, leur solidarité, ils ont beaucoup d'émotions, leur relation en fait interpersonnage, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, tu pleures, tu ris avec eux. T'es parmi eux quoi, tu vis sur le Serenity, c'est tout. Je l'ai regardé, ne me crie pas dessus. Il y a toujours un personnage où tu vas dire oui, ça c'est moi, enfin ça je m'identifie, c'est vraiment passionnant. Aussi le fait que l'équipage, comme tu l'as dit, il casse beaucoup de codes. La mécanicienne, l'escorte, qui est une prostituée de luxe, mais c'est intégré dans cette société. En fait, c'est plus une geisha dans les codes en termes de son métier, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément sexuel, c'est une femme cultivée qui apporte aussi du plaisir par sa culture. Non, mais c'est une série incroyable.
Et effectivement, elle est incroyable parce qu'elle s'est arrêtée Oui. aussi. Et, mais je pense qu'elle aurait duré, mais c'est typiquement une série qui aurait dû durer peut-être 2 saisons, mais stop. Oui, quoi, on n'en voilà. fait pas 10 comme Stargate. Je pense que ça se serait essoufflé. Parce qu'ils avaient un but, hein, de toute façon, Oui. pour le coup, il y avait un véritable but. Donc tu Mm. pouvais pas découvrir les planètes l'une après les autres. Ouais. Hein. C'était vraiment, tu résous l'histoire de River. Surtout qu'au final, il y a que 3 planètes centrales et 6 planètes extérieures. Et tu parlais des États-Unis et de la Chine. En fait, culturellement, voilà, c'est ça. Mais sinon, vraiment, la thématique, comme on le disait, c'est le western. C'est-à-dire qu'en fait, les planètes centrales, c'est centrales. C'est les 13 colonies de base des États-Unis. Donc, les planètes développées et les planètes extérieures, c'est le Far West, en fait. Et tout fonctionne là-dessus. Et là encore, même si c'est humoristique et qu'il y a tout, il y a de l'amour, de l'aventure, etc., le sujet était traité sérieusement avec des moyens, et c'est ça aussi qui a rendu la chose culte, quoi. Pour l'anecdote, petite anecdote, donc ça passait c'était diffusé sur la Fox à l'époque, et au premier retour de script, quand Whedon a renvoyé à la Fox, le contact disait non mais je trouve que c'est trop facile, c'est trop comme la vie de tous les jours, moi je voudrais que l'escorte ait 3 seins, des choses comme ça qui fassent beaucoup plus extraterrestre, donc science-fiction, et lui il a dit non c'est ça ou rien, voilà. Et finalement c'était pas grand chose. Voilà. Oui, je pense qu'on peut faire sans une escorte à 3 seins à la télévision. Voilà. Et puis 3 seins c'est Total Recall, donc voilà. C'est déjà entre autres. Ouais. Mais voilà, c'était un peu l'idée. Du coup, vous êtes tous les deux d'accord pour conseiller Firefly aux gens, malgré la frustration inévitable de je trouve que ça a pas mal vieilli en fait. En plus, moi, je fais un rerun chaque année. C'est pas très vieux. Ouais, je les regarde régulièrement aussi. Ouais. Mais il n'y a pas de frustration parce que le film conclut la série. La série a été annulée, mais il y a un film qui s'appelle Serenity qui conclut l'histoire. Donc voilà. Donc on sait comment ça bien. finit. Oui, moi j'aime bien aussi. Ça... Après, tu t'imagines toujours ce qui arrive au personnage après, mais ils vécurent heureux, je suis sûre. Oui, bien sûr. Voilà. On va dire ça. Et pour finir ce tour des grands classiques de la SF, j'ai gardé pour la fin une série sur laquelle on a hésité. Donc ça va être intéressant d'avoir ton avis, capitaine. C'est bien sûr Doctor Who. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas parler de Space 2063 que vous avez proposé? On pourra faire un point rapide, mais je pense qu'on a déjà cramé une demi-heure de notre heure avec beaucoup de guillemets. Évoluons. sur les classiques. Du coup, voilà, Doctor Who, alors il y a du voyage spatial, il y a du voyage dans le temps, il y a un aspect vaisseau avec le TARDIS. Pour moi, c'est pas du tout une série à laquelle je pense quand je pense à des séries de science-fiction. C'est vraiment du fantastique et c'est pas quelque chose que... Mais pourtant, c'est dans l'espace, il y a du voyage dans le temps, il y a des aliens, donc pourquoi pas pourquoi pas la classer dans les séries de science-fiction majeures, puisqu'en plus ça fait quand même 50 ans que ça dure, cette histoire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, capitaine? Est-ce que pour toi c'est de la SF, Doctor Who? J'ai à peine vu Doctor Who. Donc a priori ça doit pas être de la SF si t'as pas beaucoup regardé, ça peut être un bon critère. C'est vrai, hein. Alors, j'ai à peine vu Doctor Who, j'ai peut-être vu 6 épisodes, et disparates, pas qui suivent. Non, le problème, c'est que quand ça a recommencé, donc il y a maintenant quand même quelques années, 2005, j'avais pas le temps. Donc une saison est passée, puis 2, puis 3, puis j'avais pas le temps, puis il y avait d'autres choses à voir. Et en fait, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis là, bon, je commence où? Bon, il faut vraiment que tu commences par 2005, parce que, j'ai pas le temps. Donc, en fait, je saurais pas m'exprimer. Pour moi, c'est de la SF. Tout ce que vous avez abordé font partie de la SF. C'est une série multiforme, avec l'humour anglais, avec le côté anglais. Moi, je la classerais tout à fait dans la SF. Après, par contre, je peux pas trop m'exprimer. Je n'ai pas trop... Non, mais ne te justifie pas, parce que Mimi elle-même, en fait, n'aime pas Doctor Who. Je sais qu'elle aime pas. Ne le justifie pas. J'ai regardé, j'ai pas détesté, hein, c'est juste que j'ai pas aimé assez pour regarder toutes les saisons. J'ai juste lâché à un moment. J'ai jamais eu l'envie et l'engouement de reprendre en mode hey, je me demande ce qu'ils sont devenus. Mais il y a aussi le côté, j'avoue, où, en vrai, je suis sur Tumblr, j'ai vu la moitié de Doctor Who en gif, et je connais les points importants de l'intrigue, je connais les trucs qui ont fait rugir tout le monde, et qui ont fait pleurer tout le monde, et qui ont enthousiasmé tout le monde, je connais le visage des nouveaux docteurs. Donc en fait, si je pouvais arrêter le temps de regarder toutes les saisons et d'être à jour, peut-être que je regarderais Doctor Who en fait avec tout le monde, mais j'ai pas le temps et je me fais spoiler et du coup moi je suis juste un peu hésitant parce qu'en fait aucun de mes abonnés ne savent. C'est la première fois que je le dis que j'ai pas vu on a une exclue. On n'hésitera pas à dire exclusif scandale. Le capitaine du Nexus 6 n'est qu'une arnaque. On te fera de la pub. En fait tous les ingrédients comme vous dites de la science-fiction est là, mais j'arrive pas
c'est étrange, j'arrive pas à voir cette série comme une série de SF. Pour moi, c'est une série fantastique, je pense. Mais peut-être parce que ça se veut pas une série de SF en fait Peut-être. finalement. Peut-être que c'est pas l'ambition de donc le showrunner actuel qui est Steven Moffat. Peut-être que ça a jamais été l'ambition de la série de. Et puis il y a pas le côté. En fait, je trouve qu'il y a très peu les thèmes comme on disait. Comme tu disais, la science-fiction a généralement pour but de nous faire réfléchir sur notre société et de se placer dans le futur ou dans un univers parallèle pour avoir. J'ai dit que c'était écho. ma vision de la bonne science-fiction. Bon. Maintenant, il y a Alors des on a la science-fiction- même. Il y a de la science-fiction fasciste, hein, tu vois. Je veux dire, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, bon. Mais en tout cas, il y a un côté sociétal que dans Doctor Who, je retrouve pas tellement. J'ai plutôt l'impression que c'est une série qui fonctionne sur des personnages et sur leurs liens. Et alors oui, il y a des civilisations qui disparaissent, il y a des luttes contre des ennemis, mais dans ma tête, Doctor Who, c'est vraiment des relations interpersonnelles plus que des réflexions globales sur des grandes communautés, des sociétés, des planètes, des races. Après, limite- j'ai pas tout vu, donc C'est Pourquoi limite trop intimiste pour toi, en fait, comme série. c'est un peu trop intimiste et fantastique pour être de la SF. Et il y a quand même genre des dinosaures au milieu d'un Londres victorien chelou. Et je Mais suis pourquoi là, c'est du fantastique plutôt pour toi? En fait, parce que je pense que tous les côtés de science-fiction, comme le TARDIS, etc., ce n'est pas assez expliqué scientifiquement pour que je puisse adhérer et penser que c'est de la SF. c'est un peu C'est de la plus magie. il y a une part de magie, en fait, pour moi, et c'est ce que je pense. Les gens sont probablement pas d'accord, mais moi, je le vois un peu comme ça. Ouais. Pour ça, juste pour les viewers, parce que voilà, définissons un petit peu la chose, la différence entre la science-fiction et le fantastique, parce que c'est important, il y a beaucoup de gens qui des fois mélangent les deux. Dans la science-fiction, en fait, tous les éléments irréels qui interviennent sont expliqués dans le cadre de la diégèse, c'est-à-dire, dédicace à Karim Debache, pour ceux qui regardent Crost, ils le savent, la diégèse, c'est l'univers interne à l'œuvre que tu regardes. Donc, un vaisseau spatial qui se déplace plus vite que la lumière dans l'espace, si ton récit t'explique, parce qu'on a inventé tel moteur, machin, c'est de la science-fiction. Un cheval qui se met à te parler et c'est magique, ta gueule, c'est du fantastique. Voilà. Alors qu'un cheval qui se met à parler parce qu'on lui a mis un implant, c'est de la science-fiction. C'est ça la différence. C'est-à-dire que dans le fantastique, les événements irréels qui apparaissent sont surnaturels puisqu'ils ne sont pas expliqués, ils ne s'expliquent pas même dans le cadre de l'univers du récit. Et du coup, j'allais arriver à cette question, mais tu as commencé à y répondre, c'est-à-dire dans Doctor Who, quid de tout ça? Moi, j'avais quand même le sentiment que Doctor Who, c'est un être machin truc super C'est un dimensionnel, alien. je sais pas quoi, Un c'est seigneur du temps. un seigneur du temps. Donc pour moi, il y a une explication. tu vois. Oui, mais après, il y a certaines races, et ils sont immortels, on ne comprend pas trop pourquoi, par exemple. Après, c'est t'es un pas peu- obligé de tout ils- expliquer. Ils tu le vois. sont parce que c'est comme Non, ça. il y a des tu choses vois. qui leur arrivent, qui leur tombent dessus, c'est comme s'ils étaient maudits ou bénis. Et quand Pour je le passe coup, à il y a ça, une, je suis il y a un une peu, certaine mythologie dans Doctor Who. Il y a un côté plus divin et plus une puissance, enfin des puissances supérieures, puisque c'est pas lié à une religion. Et je pense pas que des trucs. Enfin, il me semble pas, par exemple, que le TARDIS. Il me semble pas Non, qu'ils le TARDIS expliquent explique- pourquoi non, il est plus grand dedans. Non, il explique pas, mais si, enfin, ils disent quand même, il y a ce système-là qui fait que... Donc ça, ok, non, le TARDIS, je peux comprendre que ce soit prouvé, entre guillemets. Mais il y a d'autres après, je choses connais pas, qui... Bon, on n'est pas Qui hyper sûr pour Doctor Who. Je vous laisserai Mais me après, dire parce en que commentaire. vous est-ce que parlez vous des pensez dieux que- et du mythe, etc. Mais la science-fiction ne refuse pas ça. Tu vois, je veux dire. Non, c'est Oui, sûr. oui. Mais je sais pas. Pour moi, c'est peut-être plus une vision en fait. Est-ce que ça a été vu comme est-ce que ça a été créé comme une série de SF ou pas? Et finalement, Après, si la tous les première trois, on saison, est c'est pas les années sûr. 50, Ouais. 40, Non. c'est en noir et blanc même. Ah oui, les ah premiers. oui, mais la Ouais, science-fiction moi, je parle, existait hein, dans les années. Après, je je sais, sais hein. les années aussi, 40 et c'est que 50. les extraterrestres, entre les races aliens, pour moi, c'est plus des créatures que des races aliens. Ça, c'est parce que t'es raciste sur les Pourquoi aliens. Non, Je comprends. En fait, je vois pas pourquoi. Alors, c'est difficile. Honnêtement, pour le coup, je ne saurais C'est pas quoi la l'expliquer. différence entre une créature et une race alien? Parce qu'il y en a où c'est Qui ne genre sont- plutôt des animaux, et il y en a où c'est plutôt En fait, toi, tu veux dire c'est des êtres monstres pensants. plus que des C'est aliens ça. qui ont leur planète, Mais etc. le docteur, c'est un alien. Oui, le docteur, oui, complètement. Mais après, il y en a qui ne s'expriment, qui ne communiquent, qui communiquent différemment, on va dire, voire qui ne communiquent pas du tout, ou du moins on les comprend pas du tout. Et du coup, moi, ça me bloque. J'ai l'impression que c'est. On va vraiment croire Non, que. non, mais- On va vraiment non, mais croire qu'on va tu Tu veux je sais dire pas. que s'ils apprennent pas ta langue, ils ont pas le droit de s'intégrer? Non, mais ça, c'est une thématique. C'est plus des animaux que des êtres humains. Non, je veux pas dire ça. C'est dit. C'est non, dit et mais c'est enregistré. c'est un sujet que j'aborde dans le dernier épisode de Nexus 6 qui parle du contact alien. C'est-à-dire que je fais une analyse de. Parce que souvent, dans les films, les séries, enfin, dans la science-fiction, il y a contact. On arrive finalement à communiquer avec eux. Mais en Premier fait. contact. Mais voilà, bon, ça, je vais en parler bientôt. Ça, c'est un sujet qui est passionnant parce que ça se trouve un jour.
s'ils débarquent, bon, ils vont débarquer, je vous le dis, mais j'ai pas le droit de vous en parler. Spoiler. Peut-être qu'on n'arrivera pas à leur parler. En fait, on n'arrivera pas à communiquer pendant 15 ans. Ils seront là, on sera là. Et tout le monde sera un peu gêné. Et en fait, c'est si tant est qu'ils puissent être gênés. Tu vois, tu fais de l'ethnocentrisme. Ils vont quand même être un peu mal à l'aise, je pense, dans leur vaisseau en mode. On n'arrive pas à leur parler. Il y a les petits singes là qui font des gestes. Mais vous voyez, ça prouve déjà qu'il y a une intelligence qui vient vers nous. Et je trouve que dans Doctor Who, c'est pas toujours le cas. Voilà. Mais il n'y a pas d'intelligence parfois. C'est ce que je dis dans l'épisode, c'est qu'en fait, des fois, une intelligence, elle peut être tellement élevée, tellement supérieure à la nôtre, qu'en fait, ils se rendent même pas compte que nous aussi, on a une forme d'intelligence, en fait. On est juste une amibe unicellulaire à ses yeux, tu vois. Et en fait, il n'y a même pas tentative d'essayer de contacter. Ils arrivent et ils balayent la table et nous, on meurt tous, tu vois. Ouais. Mais pour eux, c'est rien. Tu vois, c'est une réalité. Ça va vous arriver. 16 juin 2039. Désolé. Alors, Louise, Internet dit que c'est une série de science-fiction. C'est qui Internet, genre Wikipédia? Non, c'est votre nouveau... je suis sur. C'est le nom de votre dieu, c'est ça? Je suis sur IMDb. Ouais, aussi IMDb, c'est aussi un peu. Non, mais c'est les bonnes classifications. C'est généralement considéré comme de la SF, Doctor Who. Oui, moi je suis vraiment sceptique, quoi. Voilà. Donc je comprends que ça a tous les éléments qu'il faut pour être une série de SF, mais j'y pense pas du tout quand je pense à des grandes séries de SF. Et du coup, avant de clore ce point sur les grands classiques, est-ce que tu veux, capitaine, parce qu'on t'aime bien, en 3 phrases, parler de Space 2063, ou est-ce que ça ne saurait pas lui rendre hommage Non, si, ça va. En fait, juste, on va quand même dire les mots, parce que je sais que vous aurez certainement des viewers ou des viewers qui vont dire vous n'avez pas parlé de ça. On avait noté Farscape et Babylon 5, d'accord. C'est juste qu'on n'a pas le temps. Et Babylon 5 c'était excellent, même si ça a un peu mal vieilli des fois. Et Farscape, j'ai jamais assez regardé pour avoir un avis vraiment. Même si j'aimais bien. Pour moi, c'était la suite d'un Star Trek, quoi. Ouais, c'est plus. C'est un univers quand même plus. Plus bigarré, je dirais. Oui. Et puis c'est plus l'aventure. C'est plus pulp comme Firefly pour le coup. Hein, d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Space 2063, c'est une série un peu oubliée, c'est pour ça que je vais en parler, qui passait bien sur M6, si je me souviens bien. C'était peut-être pas pour les samedis. C'était quoi pas dans la trilogie C'était pas dans la trilogie du samedi, mais. Sinon, je connaîtrais. Ouais, moi je crois que ça passait plutôt le dimanche après-midi. Quand on était dehors, nous. C'était dehors sur la Game Boy. Dehors à Bourg-Palette, ouais. C'est loin pour moi. C'était il y a 213 ans, donc c'est un peu difficile. Mais c'était vraiment une série assez excellente parce que elle avait cette ambition qu'a eu Battlestar et Firefly. En gros, c'est c'est l'humanité qui s'est répandue dans la galaxie. C'est en 2063, donc c'est il n'y a pas dans très longtemps. Et il y a une espèce, les Shig, qui attaquent une colonie humaine. Et vraiment, les humains, ils s'étaient beaucoup étendus, et ils avaient rencontré aucune espèce extraterrestre, donc ils sont les premiers étonnés, et il y a une guerre qui commence. Voilà. Et c'est une série qui a eu qu'une seule saison, et qui s'est terminée sans fin. Enfin, il y a un twist à la fin qui est super cool, mais voilà, il n'y a pas de suite. Mais je vous conseille de le regarder parce que c'était quand même aussi une série il y avait une réflexion sur l'ostracisme, le racisme, etc. On suit en fait un escadron de pilotes, de chasseurs de l'espace qui va évoluer, voilà, faire des missions, etc. Et c'est une série qui aussi avait des bons effets spéciaux pour l'époque. Je les ai revus un peu récemment. Ça n'a pas trop mal vieilli. Il y a des humains, il y a des robots, il y a des clones, donc toute une hiérarchisation sociale, tout. Enfin voilà, c'est vraiment une bonne série, je trouve. En regardant le premier épisode, je me suis dit tiens, l'asiatique et le personnage noir de l'escadron ne parlent pas souvent en fait. J'avais souvenir qu'ils parlaient plus, mais en fait non. Bon alors voilà, je me suis rendu compte de choses comme ça, mais quand même, il y avait une volonté de vraiment apporter de nouvelles choses et c'était vraiment bien. Enfin, du coup, c'est pré-2000 ou post-2000? C'est près... Je crois que c'est 99, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, 99-2000, voilà. Mais vraiment début 2000. Si c'est 2000, c'est début, quoi. J'ai plus le nom. Peut-être que notre oracle nous dira. Notre oracle internet. Ça s'appelle Space 2063. Et pas 2069, c'est ce que j'avais écrit dans mon épisode sur le sujet. C'est le moment pour un petit erratum. Alors moi j'ai 1995. Ah putain, non plus. Ouais. Je ne nous rajeunit pas. Ouais. Oui, ça explique que j'ai pas regardé du coup. J'étais très petite. T'étais née? Oui, j'avais 4 ans.
Je te sens surpris, on est dans le doute. Voilà donc pour ce tour d'horizon des grands titres qui ont façonné la science-fiction à la télévision, mais qui n'ont pas forcément réussi à percer auprès du grand public et à se faire un nom au-delà de leur héritage qui perdure jusqu'à aujourd'hui. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve très bientôt pour parler du renouveau, ou pas, des séries de science-fiction à la télévision. À tout de suite. À tout de suite. When you came back from the youngers in the middle of the night, oh, you're a nose man. You'll probably soon disappear. Every printer's turning you into someone you would hate if you knew that your life's coming on. That's so true. I'm still missing you. I'm still missing you. C'était Ladybug and the Wolf qui chantait Little Old Man au micro de Mademoiselle. Et je suis toujours avec Aki, rédac ciné-série et le capitaine du Nexus 6 pour parler série de science-fiction. Maintenant qu'on a fait un tour d'horizon forcément assez succinct, mais qu'on a essayé de rendre à peu près complet des grands titres qui ont fait la science-fiction à la télévision, on va parler des grands titres qui ont essayé de refaire la SF à la télévision et qui n'ont pas vraiment marché et qui n'ont pas été en tout cas à la hauteur des espérances qu'on pouvait placer en eux. Et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas trouvé leur public et pourquoi ça a capoté et ils ne sont pas parmi les noms qu'on a cités auparavant. Et on va commencer, puisque du coup comme ça on va monter au clash, ça va aller vite, avec Falling Skies, que Capitaine tu m'as décrit comme une des pires séries de tous les temps je pense. Ouais. Alors pour rappel, Falling Skies c'était une série qui mettait en scène les humains essayant de résister sur Terre après une invasion extraterrestre. J'ai regardé quelques saisons, j'en avais fait un article sur Mademoiselle et j'étais très contente personnellement de retrouver Noah Weil, l'ancien docteur Carter d'urgence, qui joue le héros. Et j'étais contente aussi parce que c'était donc il y a un côté résistance, c'est des groupes d'humains armés contre une invasion venue d'ailleurs. Et j'étais contente que le héros de la série soit un intellectuel puisqu'il est professeur et qu'il n'est pas. On va en reparler. Et qu'il n'est pas un gros bagarreur entraîné à la dure à l'armée. Mais plutôt il se sert de sa tête et j'avais trouvé ça plutôt rafraîchissant.
Juste un mot, Noah Weil en ce moment qui est dans The Librarians, s'il vous manque. Voilà. Oh, Ouais. je note. Alors ouais, moi je rejoins plutôt le capitaine sur ce Je point-là. suis seule contre Ouais. tous. Falling Skies, en fait, c'était cheap. En plus, l'image, mais t'étais tellement perdue, c'était sombre. Moi, j'étais non, qu'est-ce Il qui faisait se très nuit, passe, ça, là je suis d'accord. Ouah. Ouais, donc j'avais beaucoup de mal. Et puis les personnages, je ne les aimais pas. Je les trouvais inintéressants. Et le propos, je sais pas d'où est-ce que ça vient, je sais pas ce qu'ils font. Enfin, bref. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que tu aimais non plus. En fait, toi qui aimes les séries vraiment bien travaillées, généralement. Alors j'ai pas été fan, mais à Ouais. l'époque alors déjà à l'époque j'avais rien à regarder en termes de SF D'accord. et j'étais vraiment dans la dèche, donc j'étais contente de voir un truc de SF que je trouvais au moins correct, puisque je suis assez difficile en plus d'habitude, et je trouvais que pour une série de SF il y avait du dialogue déjà, les dialogues étaient pas trop mal écrits. Alors il y avait des personnages un peu clichés, il y avait des personnages qui servaient à rien, comme Les on peut gamins, en quoi. voir. Ça me rappelle un peu ce que fait Walking Dead maintenant, il y a beaucoup de personnages. Alors désolé, je vais clasher un peu Walking Dead, mais vous êtes habitués si vous écoutez régulièrement derrière l'écran. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de personnages qui sont très peu réalistes et manichéens et qui ne me rendent pas heureux quand ils sont vivants et ne me rendent pas triste quand ils meurent. C'est vraiment genre merci d'être passé. Donc il y avait ce problème dans Falling Skies, mais il y avait quand même assez de dynamiques dans lesquelles je croyais. Et alors oui, il faisait souvent nuit parce que ça coûte moins cher d'éclairer un alien dans la pénombre que de le foutre en plein jour, en plein cagnard. Mais je sais pas, je pense que j'aimais bien l'ambiance post-apo du truc. Et alors j'ai pas fini, j'ai pas un t-shirt Falling Skies dans mon armoire, mais j'ai trouvé ça correct. Et à l'époque, une série de SF correcte, c'était déjà beaucoup pour moi, puisque j'en avais pas énormément et que celle qu'on m'avait chaudement recommandée ne m'avait pas forcément plu. Donc du coup, pourquoi toi tu dirais que c'est la pire série de tous les temps? Parce que pire série, j'irais pas jusque-là quand même. Hein. Oui. Ça a duré 5 saisons. Je quand dirais même, pas que c'est la donc, meilleure, mais c'est pas la pire. C'est ouais. juste une série qui a fait à peu près le taf, je trouve. Ce soupir drama. Il y a une scène, épisode 2 ou épisode 3, première saison. Noah Weil, donc l'intellectuel, Je sens qu'il monte au clash. Je sens Il le sarcasme, tombe. tu sais. il tombe sur des décombres. Il fouille dedans et il sort 2 livres. Je ne sais plus lequel d'Hemingway. Et Sûrement le vieil homme à la mer, 20 il connaît ce que ça. 20 milieux sous les mers Jules Verne. de Jules Verne. Et puis, il est là. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait T'es prof, prends les 2 bouquins, t'as un sac à dos. Il soupèse, tu vois, il hésite. Je me dis, non, ils vont pas faire ça. Putain, enfoiré d'Américains de merde. Quelle bande de connards. Il est là, il soupèse, il jette Jules Verne, il prend Hemingway, il le fout dans son sac. Mais évidemment qu'il prend Hemingway, il est américain. Mais C'est une série américaine. Ouais, excuse-moi, le monde, je veux dire, le monde est détruit, il n'y a plus de pays, il n'y a plus rien. Et là, c'est une série qui te sort une idéologie pro-américaine dégueulasse. Et là, j'ai failli tout balancer parce qu'en plus, fin de premier épisode, pendant tout l'épisode, t'as son gosse qui est là. Hey, j'ai jamais eu de skateboard. Gna, 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 gna. Son gosse, il Il était lui trouve un il est très skateboard chiant. et à la fin, il lui donne un skateboard et t'as tous les survivants qui sont là, qui regardent son gosse faire du skateboard avec une musique à la con mielleuse. Tous ces connards le regardent. Les feuilles. Le soleil, les feuilles. Voilà, Et en c'est fait, pour ça que je t'ai C'était invité. c'était n'importe quoi. Et en fait, déjà, cette scène m'avait énervé. J'étais là, ok. Et du coup, après, je supportais plus rien. C'est-à-dire, ils sont censés se cacher. Je veux dire, excuse-moi, moi j'ai été sur des planètes post-apo. Quand tu es traqué par des aliens, tu te caches la journée, tu sors à la limite que le soir et tu fais pas le malin. Là, ils sont là, ils font des processions d'1 kilomètre où ils marchent sur les routes en pleine journée, alors qu'au loin, tu vois la base alien avec plein de vaisseaux. T'es là, c'est n'importe quoi. Et vraiment, ce coup de Jules Verne, j'étais là, mec, t'es prof, le monde est tombé. Il n'y a plus de pays, il y a plus. En plus, après le film, il va vachement là-dedans. Il y a les armées, il reconstruit les États-Unis, je crois. Enfin, moi, j'ai arrêté au 4e épisode parce que c'était de la merde. Parce qu'il C'était a, de il a la jeté grosse Jules merde. Verne, alors j'ai arrêté Et- d'écouter. non, mais je veux dire, je m'en fous. C'est pas ça. Ça aurait été un autre. Ça aurait été un autre pays. Je m'en fous. Mais il avait un sac à dos. Prends les 2 bouquins. Tu vois, prends. Et là, c'est là que tu vois que dans le processus créatif, il y a une idéologie et elle est dégueulasse et c'est de la merde. Et en plus, les spéciaux étaient pourris, les acteurs étaient nuls à chier. Là, le biker, là, qui est méchant au début, puis gentil, puis il a une tête de con. il ressemble à rien. Franchement, c'est de la merde. Hein, En franchement. fait, c'est les petites séries sur. Alors, si je m'abuse, ça passait sur TNT à l'époque. Ouais, c'était TNT. Peut-être, Et en ouais. fait, c'est des petites séries dont on n'entend pas vraiment parler, qui continuent, qui font leur bonhomme de chemin. Genre, il y a 7 saisons, tu Les sais gens pas sont comment. payés, tout le Voilà, monde est content. c'est Ouais. un peu ça.
Et pour le coup, c'était une petite chaîne. Et ils ont eu de la chance d'avoir de la SF dessus. Mais il y a eu Sci-Fi qui a essayé de relancer pas mal de séries de science-fiction. C'est leur boulot, ça tombe bien. Et ça n'a pas marché non plus. Donc dans notre liste, on a écrit Terra Nova. Et Évidemment. Terra Nova. Donc Terra Nova, c'était la série quand même avec Spielberg attaché au projet. Donc tu te dis, s'il y a bien un gars qui peut faire une série de SF correcte et qui peut ramener surtout l'argent. On a fini sur Falling Sky. Ouais, parce Bah, que je pense qu'on a été assez... Mais Terra Nova, c'est pas mieux. Alors, Ouais, je sais pas, Oui, pour le coup, Terra là, Nova, je c'est suis, assez chaud. ouais. Donc, alors, juste pour résumer, si Falling Skies a finalement pas échoué, parce qu'il y a eu 5 Non, saisons, ça n'a mais pas ne échoué. s'est pas fait un grand nom, c'est parce que c'est une pourriture capitaliste pro-américaine qui préfère Mais il y émigrer a à beaucoup de Jules gens qui l'aiment. Hein. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Verne. Et parce que peut-être elle n'avait pas énormément d'ambition et elle a juste fait son petit bonhomme de c'est chemin ça. en soum-soum dans le paysage télévisuel. Et du coup, pour passer à une autre série qui était assez, pour le coup, qui était assez ambitieuse Ah et oui. très marketée même à l'état de projet, d'embryon de projet, c'est donc Terra Nova, qui était une série produite, il me semble, par Spielberg Et himself, le premier épisode... et avec des dinosaures. Voilà, Ouais. en gros, c'est des avec humains des contre des dinosaures, paraît-il. Je les attends encore. hein. On est sur des guillemets avec les doigts, c'est très peu radiophonique ce que tu viens de faire. Ouvrez les guillemets avec les doigts, dinosaures. Fermez les guillemets avec On les est doigts. filmé, non? On est Ouais. filmé, mais il y a des gens qui vont nous écouter sur Ah, iTunes, d'accord, sur ok. SoundCloud. Mais ouais, non, mais... Alors Terra pourquoi Nova- Terra Nova c'était nul? En fait, je ne comprends pas, en fait. Terra Nova, tout le monde, beaucoup de gens l'attendaient. Il y avait ce petit soupçon, peut-être il y aura un côté Jurassic Park, ça sera bien à la télé. Wouh. Et donc le premier épisode, on a vu 4 dinosaures, ils ont mis tout le budget dans le premier épisode, et ensuite... Et encore, il était mal fait, je trouve. ouais, Le brontosaure, enfin, Ah, il qui était vient manger, il était horrible. mal incrusté. et même leur sorte de bouclier, c'est n'importe Mhm. quoi, leur monde avec la milice qui protège la ville, la colonie du coup, pardon, parce que du coup Terra Nova c'est quand même une... Enfin, ils ont... Oh, ça, je me rappelle même plus. Ils ont colonisé une planète, c'est ça? Non, c'est la C'était Terre dans le passé. C'est la Terre Ouais. dans le... Oui, ils sont remontés. Ouais. C'est vraiment une bonne idée de faire ça. Voilà. C'est un excellent projet de remonter à l'époque des dinosaures. Et En donc, fait, du coup, ils n'avaient pas le étudient, choix. C'était, il y avait une faille, elle l'amenait là, quoi. Donc, Ah, c'était ça, voilà. attends, je m'en souviens même pas, pour dire à quel Dommage. point ça m'a Ah, marqué. putain. Et ouais, puis les acteurs, j'étais pas fan. Et pourtant, j'en espérais un petit peu, voilà, j'avoue. Moi, je vois des dinosaures, de la jolie technologie, les gadgets, vous savez, les écrans, les écrans transparents. Moi, j'aime ça, hein, Ouais. je vais regarder. Et voilà, t'as regardé. Et ça, mais je pense que pour le coup, autant Falling Skies, il y avait une fanbase, autant Terra Nova, j'ai l'impression que personne n'a aimé. quoi. Ouais, en c'est avait, hein, assez il y en a unanimement plein. détesté, je pense. ouais. Ouais, mais Ça a fait sur, combien quelques-uns. Ça fait- Quelques épisodes, ça fait Il y en a 15, 14, 15, ouais, j'allais dire, ouais, un truc comme ça. 14, Ouais. 15, ouais. Bon. Et c'était donc un beau moment de Spielberg à la Oh télévision. putain, c'était. Merci d'être passé. Mais moi, à la fin du premier épisode, j'étais pas si négatif que ça. J'étais déçu, je m'étais là, putain, tout ça pour des dinosaures mal incrustés et tout. Enfin, bon, mais je me suis dit, pourquoi pas, parce que là où ils m'ont eu, moi j'aime bien les trucs un peu mystiques, où tu sais, ils sont retournés 100 millions d'années dans le passé, et puis ils terminent l'épisode sur des inscriptions dans la roche, près d'une rivière, tu vois. Moi, tout de suite, je réfléchis, je fais, ok, une société sentiente, déjà il y a 100 millions d'années, qui maîtrise les mathématiques. Je commence à me dire, ok, il va y avoir en fait une autre espèce qui avait déjà dominé sur la Terre à l'époque. Ouais. Rien à voir, c'était le fils de machin qui en fait faisait ses maths. Tu sais pas, parce qu'il essayait de rouvrir un portail Quel aussi, connard. et il faisait ses maths sur la roche dans la rivière, tu vois, alors qu'il a un stylo. Enfin, tu vois, c'est débile. C'était juste pour un effet twist faux, tu vois. J'étais là. Et quand après j'ai commencé à découvrir que ça allait pas être tout ce que je m'étais imaginé et qui était génial, il m'appelait, il me payait pour écrire ça, et ben là j'ai commencé à me dire mais non, c'est vraiment de la merde. Et là où ça m'a gêné aussi, c'est dans la cohérence, parce que comme ils sont retournés dans le passé, leurs dinosaures là ils sont quand même pas du tout réalistes. Enfin, je veux dire, c'est même pas une question, parce que maintenant les dinosaures on découvre qu'ils avaient déjà peut-être des plumes, etc. Bon, ça c'est un autre sujet. C'est que, par exemple, les espèces de dinosaures, genre Vélociraptor dans le premier épisode, ils balancent des trucs, ils arrivent à balancer des projectiles, tu sais, osseux comme ça, tu vois. Mais aucun dinosaure ne faisait ça, tu vois. Je veux dire, donc, Et en plus, en paléontologie, ils étaient nuls. Voilà, en plus. ouais, non, mais c'est. Je pense que ce soupir et ce facepalm résument très bien la vie de l'humanité sur Terra Nova. Et à tel point qu'en fait, c'est comme toi, moi j'ai aucun souvenir. Ouais, Je me souviens du premier et du dernier que j'ai même pas fini. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment se finit le dernier épisode, parce que il retourne dans le futur pour
fermer la porte. J'étais là, c'est nul. Moi, je me souviens juste que j'en ai eu marre quand la milice, enfin du coup les militaires ont vraiment sont trop imposés en mode le méchant en fait. Encore une fois, pardon, j'ai failli faire les guillemets. Le méchant, il était juste cliché à mort, quoi. Ouais. Et j'étais. Mais moi, Il je y me avait souviens très peu même de plus des nuances quand même histoires. dans cette Ah oui. série. Enfin, moi, j'ai Il y pas avait un tout peu de regardé, diversité. mais, Ouais. La femme du héros était quand même d'ascendance indienne. Ouais, voilà. ouais. En même temps, Voilà. c'est sorti il y a pas si longtemps. Je veux Oui. dire, t'as pas une médaille parce que t'as pas que des blancs dans ta série C'est qui est ça, sortie quoi. en genre 2008. Et juste ça. C'était quoi. quand même, ça se Mais, faisait déjà quoi. Je me C'était souviens de bon même ton. plus les personnages, je me souviens plus de leurs histoires ensemble, je me souviens plus rien. C'est un peu ça. Et je m'en bats les couilles. Donc Terra Nova, énorme pétard mouillé dans le paysage des séries de SF. Et toi, à qui tu voulais parler aussi rapidement de Defiance? Ouais, Ah. Defiance. Alors en fait, moi j'avais bien aimé pour le coup. C'est quoi Defiance? Defiance, c'est encore une série de sci-fi, 3 saisons. Annulée au bout de 3 saisons. Mais il y a une aussi fin. Oui, il y a une fin parce qu'ils savaient, vu l'audience. Pas grand mystère, mais je sais même pas comment résumer en fait. C'est aussi sur Terre, dans le futur. Jusque-là, ça va. Des extraterrestres sont venus sur Terre. Il y a eu un grand débarquement en fait un jour. C'est des réfugiés. Des réfugiés. Donc eux, ils sont tout blancs, ils sont un peu bizarres. Je les aime bien. Enfin, il y a différentes espèces. Oui, il y a plusieurs espèces. Tu les Et, aimes pas alors que c'est des Ouais, extraterrestres? mais ils sont humanoïdes, tu comprends. Donc voilà. Ils sont comme nous. Et ils parlent et tout. Mais elle préfère ceux qui sont blancs. Ah bah ça, on sait comme elle Non, est. ça hein. va, l'autre, ça va aussi. Et alors, en fait, l'héroïne, c'est une extraterrestre. Un être humain l'a recueillie et elle va avoir des visions. Ça, déjà dans la saison 1, que je veux pas trop spoiler. Ces Oui, visions, elle a des visions, Ouais, en fait, dès le premier épisode. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, l'histoire va se baser un petit peu autour de ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-elle? Et ça, c'est le fil rouge sur toute la série. Après, il y a aussi pas mal de machinations entre la ville en question. Il y a une maire, il y a un gouvernement. Il va y avoir pas mal de machinations là-dessus. Donc, qui veut prendre le pouvoir? Quelle race va s'imposer par rapport aux autres? Et comment vivre en harmonie? Et est-ce que c'était bien Voilà. Defiance? Alors, moi, j'avoue, la première saison, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Genre, j'étais à fond. Je trouvais... Bon, c'était pas hyper profond, on va dire, mais Non. c'était feuilletonnant. Je trouvais qu'ils abordaient pas mal de sujets. Les personnages n'étaient pas clichés. Et ça se bagarrait un petit peu. On voyait des effets spéciaux. Pour moi, il y avait tout. C'était divertissant, vraiment. La saison 2, ça s'écartait un petit peu... ça perdait un peu son fil rouge. Et puis, on comprenait... Ça perdait en cohérence, pardon. Et donc, du coup, j'avais un petit peu lâché. Mais sinon, après, ça allait, ça se finissait. Ouais, moi, j'avais bien aimé, en fait, c'était le côté social, justement. Tu mentionnais ça un peu plus tôt. Et Defiance, pour moi, ça répond beaucoup à toutes les questions sociétales. Donc, est-ce que réfugiés, etc., diversité aussi, vraiment, ça, pour le coup, c'était pas mal. Je sais pas ce que toi, t'avais aimé. Moi, je pense que j'ai c'était ça. beaucoup aimé Defiance, surtout que c'est Sci-Fi qui produisait. Après de multiples échecs, enfin non, il n'y a pas eu de multiples échecs, mais Sci-Fi, en fait, depuis des années, ils essayent de retrouver le nouveau Battlestar. Bah, bien sûr. C'est aussi simple que ça. Et moi, je trouvais que là, ils avaient réussi parce que Enfin, bon, c'est pas aussi bien, etc. Mais il y a des thématiques abordées, c'est difficile. Il y a du meurtre, il y a du suicide, il y a du... Enfin voilà, c'est la vraie vie de la réalité véritable, sauf que c'est dans un monde post-apocalyptique après que les extraterrestres aient débarqué. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, voilà, c'était des réfugiés. Bon, c'est pas la première œuvre à faire ça. Il y a eu District 9, il y a eu Alien Nation dans les années 90, bon bref. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils sont arrivés, il y a eu un pourparler avec les humains d'abord, parce qu'ils ont dit, bon, nous, on est dans la merde, notre soleil a explosé, bon, vous êtes la seule planète habitable qu'on ait trouvée. Et bon, il y a eu une guerre, quoi, parce qu'il n'y a pas eu d'accord. Donc il y a eu une guerre pendant des années. Et en fait, les humains ont détruit les vaisseaux en orbite des aliens, qui est en fait une coalition de différentes espèces. Oui, Donc c'est ok. pour ça, il y a les aliens dont tu parlais, mais il y en a d'autres. Et en fait, la majorité des réfugiés sont morts parce qu'ils étaient en cryostase dans les vaisseaux. Donc il y a vraiment Il y a un tout ce aspect poids de génocide, l'histoire. Voilà, il y a tout ce poids de l'histoire. Mais je crois que les humains n'étaient pas au courant. Enfin, tu Ouais, vois, non, ils savaient pas. c'est plus complexe que ça. Et en fait, en Et de la détruisant... rancœur, mais Voilà, pas il y a que beaucoup ça, de quoi. rancœur, etc. Et en fait, en détruisant ces vaisseaux, sont tombés sur Terre toutes les technologies alors pas de terraformation, mais c'est le seul terme que je vais pouvoir utiliser, que les aliens avaient pris, parce qu'eux, ils s'attendaient à trouver une planète vide qu'ils allaient devoir terraformer pour leurs conditions telles que... Du coup, en fait, on est sur une planète post-apo qui a complètement changé. Les humains ne sont plus, en fait, les seuls sur leur planète.
Et ils sont bien obligés de les accepter parce que ces gens sont tombés et qu'en fait, il n'y a plus de voyage spatial, il n'y a plus rien, tout a été détruit. Donc tout le monde est bloqué sur la planète et tout a changé. C'est-à-dire la faune, la flore, c'est vraiment plus la même chose. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que, voilà, comme tu disais, il y a cette ville de Defiance qui est la seule à essayer de lier Fury, toutes les... Enfin, j'ai cru comprendre que la République humaine Oui, il y en a a aussi un des autre, ressortissants aliens, enfin voilà, mais c'est quand même plus les humains qui sont à la tête. Et puis, il y a en Amérique du Sud, là par contre, c'est vraiment la coalition alien qui s'est créée. Et du coup, il y a différentes factions, etc. Et Defiance, elle est c'est un peu cet îlot d'espoir, comme tu disais, au milieu de ça, qui essaye de faire vivre tous ces gens. Et là aussi, le code, il est très western aussi, quoi. Ouais, mais en fait, c'est marrant parce que c'est quand même un futur proche parce que le héros, en fait, au début, il a quand même des flashbacks de quand lui, il est petit et en fait, quand il était petit, c'était la vie, quoi, normal. Ouais, il a vécu en fait voilà. tous ces événements, quoi. Il a Ouais. fait la guerre. pour Oui, dire. il a fait la guerre. Et moi, j'aimais bien aussi cet aspect. On va vers on a ce passé encore un peu âge d'or et en fait aujourd'hui je suis obligée de faire avec mais j'ai pas spécialement envie quoi. Et à votre avis, pourquoi ça a pas marché du coup? Mais c'était un peu cheap quand même. Moi je pense que c'était sinon là tu peux pas dire non. Je pense franchement Bah, en fait, sur Je pense que ok, je regarde ça sous le prisme sci-fi. en fait. ouais. Ah oui, d'accord. Et du coup, je trouve que ça allait. Mais Oui. c'est vrai que c'était un peu cheap. Mais moi, je pense surtout que les gens n'ont pas eu envie de saisir le fait que la série était plus profonde que ça et s'en contenter, en fait. Voilà, moi vraiment, il y a quand même des thématiques abordées, on vient de les aborder, qui étaient intéressantes. J'aimais bien les personnages, il y avait des bons acteurs. Ouais, il y C'était avait pas manichéen, vraiment- enfin comme oui. tu disais, voilà. C'est vrai que les acteurs étaient vraiment bons pour le Et, coup. et les personnages, voilà, il y avait... Voilà, il y a une vraie diversité dans... Moi, voilà, je sais pas, j'arrive pas trop à me l'expliquer. Pour moi, c'est vraiment le côté cheap et aussi je pense que sur la fin, ils ont vraiment oublié le fil rouge. Pour moi, c'est Voilà. le problème. Par contre, c'est vrai que la troisième saison, bon, il fallait que ça se finisse. Voilà, c'est mais ça. à la limite, ça aurait mérité que juste 2, tu vois. Mm. Voilà. Je pense qu'ils auraient mieux fait de... Bah, en fait, je pense qu'ils sont précipités parce que tu dis ça en méritait 2, mais ils auraient pu aller explorer d'autres pistes. Et là, justement, avec la République, pour moi, tout ça, ils étaient un peu passés sous silence. C'était des visiteurs et on n'en a jamais vraiment su plus. Bah, dans la troisième, Ouais, un petit un peu peu plus. Et même déjà dans la 2, on voit New York, je crois, en train d'être construite. Vite fait, ouais. Enfin, On dans le va- premier C'est dans épisode. le... On va avancer. Oui. Ouais, Mais en fait, On fera un podcast, vous ferez un podcast sur Defiance si vous Non, non, voulez. c'était quand même 3 saisons, donc on s'en satisfait. Moi, je pense que vous pouvez, franchement, Oui, regardez au moins la première. Si ça vous plaît, vous aurez envie de voir la fin, la fin, parce qu'au final, ça se finit. Ouais. Hein, voilà, ouais. Vous aurez envie de savoir. Voilà, je pense. Vous vous direz, ok, je me tape les 20 derniers. Et puis, ça va. Beaucoup moins, pas 20, hein, tu sais, c'était Bah, une je saison de parle, 12, non, mais 13. c'est les 10-10, quoi. Enfin, Oui, les d'accord. 2 dernières saisons, Ok. c'est ça que je veux dire. Ouais. En tout cas, c'est une transition pas mal puisque tu disais qu'avec Defiance et avec d'autres titres sci-fi, essayer de trouver le nouveau Battlestar Galactica. Et donc, on quitte le territoire des séries qui n'ont pas percé en SF pour arriver sur les nouveaux titres, ce qui était quand même le thème de ce podcast à la base. Et on a complètement chié dans la colle en termes de timing. Je ne sais pas combien de temps cette émission va durer, je suis désolée. On arrive au thème principal, le renouveau des séries de science-fiction. Et du coup, comment dire ça, la baleine blanche visée par beaucoup de chaînes, c'est Battlestar Galactica Ouais. en termes de succès d'estime et de succès public. Oui. Et on a actuellement The Expanse, qui pour moi est ce qu'on peut rapprocher le plus du nouveau Battlestar Galactica, Oui. et qui est, je le précise dès maintenant, parce que pour moi c'est un vrai argument, c'est dispo sur Netflix. Ouais. Donc vous pouvez regarder tranquille juste après ce podcast, ouvrir votre compte et regarder, et c'est cool. Capitaine, est-ce que tu veux bien résumer de quoi ça cause The Expanse? Alors, The Expanse, c'est tiré d'un livre Oui. que je n'ai pas lu. L'éveil du Léviathan. C'est ça. Futur proche, je crois 2100, peut-être un peu avant. L'humanité a colonisé le système solaire, donc Mars, qui est devenue indépendante, la ceinture d'astéroïdes, donc entre Mars et Jupiter. Et je crois qu'il y a aussi des colonies sur Jupiter, etc. Mais ils font partie en fait de la ceinture d'astéroïdes, je crois. Voilà. Donc la ceinture d'astéroïdes est dépendante de la Terre, qui s'est unifiée sous la bannière des Nations Unies. Pas les Nations Unies qu'on connaît, mais bon, grosso modo, c'est ça l'idée. Et en fait, on est un petit peu dans une espèce de statu quo, de guerre froide, mais pas encore à ce stade-là, mais en tout cas entre la Terre et Mars.
Pour des C'est- histoires de ressources notamment. Pour des histoires de ressources, parce qu'évidemment, quand tu colonises, c'est à la base, la Terre, c'était pour choper des ressources. Et puis d'un coup, tout le monde a des velléités indépendantistes, tu vois, sauf que ça t'arrange pas. Hein. D'ailleurs, la rivalité Terre-Mars, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la science-fiction. Et là, ils y vont à fond. Moi, je suis Team Mars à fond, d'ailleurs. Ah, Sans Centurion. surprise. Moi, je suis aussi. ceinture. En fait, j'hésite un peu. Surtout que les Centurions, ils ont une grosse Centurion, culture. du coup, pardon. Saturien, ouais. Désolée. Ils ont une grosse culture française. Oui. Oui, parce que du coup, Ouais. il y a 3 peuples. Il y a les terriens, il y a les martiens, et il y a tous les gens qui sont nés ou qui, en tout cas, Dans vivent la- sur la ceinture Voilà. d'astéroïdes et qui ont leur culture à eux, en Voilà. fait, qui s'est développée entre les deux avec, Mais qui avec dé- un côté très Frenchy. c'est vrai. Voilà, mais qui dépendent de la Terre, donc, Oui. et c'est justement un petit peu ça le débat, il y en a beaucoup qui se disent, parce que eux ils travaillent, en fait, c'est eux qui minent les ressources, c'est les petites mains, et du coup il y a aussi une révolution sociale qui commence à gronder, et avec des velléités indépendantistes de la ceinture. Et ouais, côté français, c'est une culture un peu créole cajun, enfin, si on devait trouver un parallèle, une analogie, ce serait ça, quoi. Oui, puisqu'ils le fait ils quand appellent il leur arrive, langue. Mr. Chapeau. Mm. C'est pas mal. C'est très chouette à regarder en VO. Ouais. Hein. On vous conseille vraiment de le mettre en VO avec des sous-titres parce qu'il y a un vrai plaisir. Tu parlais du fait que tu aimais bien dans Firefly le mélange entre la culture américaine et chinoise. C'est un peu le même délire. On a une culture propre à la ceinture, aux habitants de la ceinture d'astéroïdes qui se rapproche du créole. Ils appellent leur langue le belter créole d'ailleurs. Et c'est vraiment un plaisir d'entendre plein d'accents différents et ça immerge dans. Mais c'est plus toutes bigarré, ces- hein. C'est Oui. c'est asiatique, est-européen, français, américain, Latino, enfin c'est ouais. latino, c'est tout Ouais. quoi. Vraiment, c'est tous les gens qui sont venus travailler et qui ont créé leur propre culture. Et donc là, il y a un événement perturbateur. Bon, du coup, on va pas forcément en parler, mais qui arrive. Et là, les tensions se cristallise. se cristallisent et on est vraiment à l'aube de la première guerre interplanétaire. Voilà. Moi, j'attendais beaucoup en fait quand j'avais lu le bouquin avant et je ne savais pas que ça allait être adapté en série. Et le projet, il date d'il y a de très longtemps en fait. Ça a mis 4-5 ans à sortir. Et pour l'instant, il y a une saison. Ouais, il y a qu'une alors saison. on tourne. Qui a été Il diffusée. marketait ça comme un Game of Thrones dans l'espace parce que bien sûr, on rapproche tout à Game of Tout Thrones. est Game of Thrones quelque Dès part. qu'il y a plus de morts par épisode, c'est C'est Game of ça. Thrones. C'est ça. Je pense qu'urgence, c'est Game of Thrones dans un hôpital. Et plutôt Grey's Anatomy quand même. Oui. Là. Et le truc c'est que donc du coup géographiquement pardon, ils sont tous très éparpillés donc je comprends ce côté Game of Thrones et surtout que les auteurs du bouquin en fait avaient aidé Martin dans Oui, l'écriture donc l'auteur, de l'auteur Game du of Trône Thrones. Donc du coup il y avait peut-être aussi ce penchant-là, ce goût de la géopolitique et de mettre des enjeux un petit peu partout. Et moi j'attendais beaucoup de voir les gens de la ceinture parce que vous savez ils sont donc très élancés, ils ont des problèmes de gravité, etc. Oui, c'est et ça j'attendais aussi. beaucoup C'est visuellement. lié à leur côté indépendantiste. C'est aussi que les gens qui sont nés sur la ceinture d'astéroïdes ne peuvent pas vivre sur Terre parce que la gravité est trop forte pour eux. Donc en fait, ils ont vraiment c'est limite des humains différents. Ils peuvent pas. C'est pas comme s'ils pouvaient rentrer quoi. Et donc moi ça m'a vraiment attirée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Pardon, c'était très condensé en fait la première saison. Donc j'ai peur que ce soit un peu trop compliqué pour que le grand public apprécie cette série. Ouais, donc, le grand public. Voilà, c'est ça. Donc j'avais un petit peu peur de ce côté-là. Et après ça, moi j'ai bien aimé, bien sûr. Mais je peux comprendre que ce soit pas grand public. En fait. C'est vrai qu'il y a un soin apporté à la réalité scientifique, même si pour le coup, bon, tu peux pas choisir que des acteurs de 6 mètres de haut, puisqu'ils n'existent pas. Donc les belters, c'est Ceinturiens en français. Ceinturiens, ils font pas tous 20 mètres de haut, quoi. Mais il y a au niveau gravité, dans les astéroïdes, tu vois, les oiseaux qui volent, d'un coup, ils jouent avec la gravité. Enfin, c'est très intelligent. Même dans les technologies, quand tu te déplaces dans l'espace, puis c'est pas de son dans l'espace. Vraiment, c'est très réaliste. Bon. Et il y a du budget, les effets y a du spéciaux budget. sont chouettes. C'est pas 100% irréprochable, hein, évidemment, mais franchement, c'est une des séries les plus ambitieuses là-dessus. Et c'est vrai que quand t'as pas les codes de la science-fiction, que t'as pas 2-3 notions scientifiques, je suis sûr qu'il y a des gens. Enfin, pour moi, c'est juste évident. Mais je suis sûr qu'il y a des gens, ils sont là, l'oiseau, pourquoi il fait ça Tu vois, je veux dire. Et mais c'est vraiment juste parce que je te coupe parce que j'ai oublié de dire que outre la guerre, il y a une autre histoire en filigrane qui est assez mystérieuse et il y a aussi l'histoire d'un flic qui enquête sur cette histoire mais tout est lié en fait. Voilà, mais c'est ça qui est pas mal. Vraiment regardez cette série. En fait, je comprends la comparaison avec Game of Thrones parce que moi j'ai bien aimé dans The Expanse, c'est ce qui m'a permis de rentrer dedans alors qu'effectivement c'est il se passe vraiment beaucoup de choses dans cette première saison.
c'est que c'est raconté beaucoup par le prisme des petites gens qui se retrouvent mêlés à tout ça alors qu'ils n'ont rien demandé. On a donc ce qu'on peut considérer comme le héros, dont j'ai oublié le nom parce que je suis nulle en Miller, nom. l'inspecteur, tu veux dire? Non, pas le. Non, l'équipage. Ouais, le pilote, pas le pilote, mais celui qui veut trop être Jon Snow. Oui, oui, oui. Je dirais Jon Snow, mais avec les cheveux C'est courts. tellement ça. Et donc lui, c'est juste un mec. Bon, il a effectivement évidemment une histoire un petit peu plus compliquée que ça, mais c'est juste un mec qui est là, qui est mineur, qui mine des trucs, donc qui vit sur la. Il a un passé militaire. Il a un passé militaire qui veut, en gros, il veut fuir, il veut se réinventer. Il fait un boulot alimentaire, il pose pas de questions, et il se retrouve mêlé à la guerre froide entre la Terre et Mars pour une énorme complot, pour une question de mauvais endroit au mauvais moment finalement, et d'une décision qui a tout changé. On a Miller, donc, qui est un flic sur la ceinture d'astéroïdes et qui, pareil, se retrouve à tremper le doigt dans un truc qui le dépasse. Et je pense que ce qui permet de rentrer dedans, c'est ce côté, voilà, c'est par des gens auxquels on peut s'identifier, qu'on rentre dans des conflits et des complots qui sont très vastes. Et je comprends, du coup, un peu la comparaison avec Game of Thrones, même si elle est quand même tirée par... Elle est un peu tirée par le marketing, je pense, Game of Thrones dans l'espace. C'est marrant que tu dises ça pour les petites gens, parce que moi, l'un des arcs narratifs qui me plaît plus dans The Expanse, c'est vraiment les Nations Unies, en fait, avec la secrétaire, l'indienne, etc. Et moi, j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est incroyable. On m'a dit qu'elle était un peu moins bien que dans le livre. Ouais, bah c'est encore. Oui, je vois ce qu'ils veulent dire parce qu'elle a plus de scènes dans le livre en fait. Ouais, elle est plus. Enfin, elle insulte pas mal. Ouais, mais là j'aime bien parce que c'est le côté diplomatique et je trouve que ça, c'est bien son personnage en fait quoi. Bref, ça c'est vraiment l'un de mes arcs et je pense pas qu'on puisse s'identifier sauf si. Non, du coup, parce que donc en gros on a trois gros groupes de personnages. On a le flic sur la ceinture d'astéroïdes et son entourage. On a cet équipage d'anciens mineurs du Canterbury qui se retrouvent mêlés un petit peu à la guerre froide, et on a sur Terre, il me semble, si je dis pas de bêtises, les Nations Unies, menées par un personnage important qui est donc une femme indienne quinca sexagénaire, qui est hyper top, et ça c'est vraiment rafraîchissant. C'est la ministre de la Défense. Ouais, c'est ça, secrétaire de je sais plus quoi. Qui essaye, qui se retrouve dans des relations diplomatiques très compliquées avec Mars. Et effectivement, c'est le groupe auquel on s'identifie a priori le moins, qui ressemble le moins à notre vie, mais je trouve que c'est assez limpide. Alors, on n'a pas des trucs géopolitiques quand même hyper compliqués, parce que finalement il y a un peu que deux éléments, plus il y a la Terre, il y a Mars, il y a un peu la ceinture d'astéroïdes, mais on n'est pas sur des trucs avec 18 factions différentes. On n'est pas dans les 7 couronnes avec Jean-Michel qui arrive d'un coup et qui fait moi aussi je veux être roi. Mais heureusement, j'ai envie de dire. Après toi t'en sais plus que nous puisque t'as lu le livre. Mais je vois qu'il y a des trucs qui vont venir parce qu'il y a les Mormons qui veulent partir du système solaire. Non, du système solaire, ils veulent aller vers Alpha du Centaure, je crois. Ils sont en train de construire un vaisseau. Il y a donc un autre, c'est des Mormons je crois. Oui. Il y a un autre personnage qui lui en fait mais bon, il est plus avec les ceinturiens, mais enfin voilà. Je pense qu'il y a quand même une complexité, mais t'as pas besoin de 12 factions non plus. Mais c'est ça, Game of Thrones, il y en a bien trop. Enfin, il aurait pu virer une ou deux maisons et ça serait très bien. Quoi. On va pas commencer à clasher Game of Thrones. Mais ce que je veux dire, c'est que... Oui, mais pour le grand public suit Game of Thrones. Et alors, en vrai, si vous avez pas lu les livres, vous comprenez pas tout. Je vous le dis, c'est pas grave. Mais vraiment, il y a des choses qui vous passent à côté, et c'est pas un drame puisque les gens continuent à kiffer. Mais du coup, si les gens ont aimé Game of Thrones, peut-être qu'ils adhéreront, j'espère, autant à The Expanse, dont la saison 2 arrive. Non, parce que je trouve que c'est moins spectaculaire quand même. Voilà, je le dis. On n'a pas un Red Wedding. C'est moins spectaculaire et il parle beaucoup quand même. Il parle beaucoup. Dans Game of Thrones aussi, écoute, la saison 2, c'est beaucoup de blabla. Moi, j'adore, mais c'est pour ça que notre cher Fab a arrêté. Il était assez chiant. Non, mais pour moi, la comparaison, elle se fait juste parce que dans les 2 premiers épisodes, t'as plein de personnages que tu penses qui vont être importants qui meurent. Voilà, c'est aussi con que ça. Et maintenant, l'argument marketing, quand on parle de Game of Thrones, tu sais qu'il y a des mecs que tu vas aimer qui vont mourir très très vite. Ce qui est très réducteur, mais je sais qu'au niveau marketing, c'est juste ça. Quand ils te mettent ce stempel, comme on dit de par chez nous. Tout à fait. Donc, dans les grands titres actuels de la SF, dans ce qu'on espère qu'ils vont devenir des grands titres, puisque c'est beaucoup de jeunes séries. Vu la liste que je vois, il y en a. Non, mais tu peux proposer. Le mec clash. Non, mais j'ai pas d'autres. Non, par contre, j'ai pas d'autres idées. Voilà. On a pioché dans ce qui se faisait. Parce que donc, on a fait. Alors, pour expliquer, parce que les gens n'ont pas le conducteur sous les yeux, on a fait une liste des séries de SF actuelles dont on pensait devoir mentionner dans ce renouveau de la SF. On a donc The Expanse qui a une volonté d'être peut-être le nouveau Battlestar Galactica, plus que le Game of Thrones dans l'espace, et dont la saison 2 arrive très bientôt et qui est disponible sur Netflix.
On a, pour continuer peut-être sur Netflix, on a 3%. Ah oui. On a une nouvelle production Netflix. Je veux juste préciser, The Oui. Expanse à la base c'est pas Netflix, hein. C'est Non, juste c'est disponible sur sur des, Netflix. voilà, c'est pas C'est Netflix. Sci-Fi. Non, c'est Si. pas AMC, Non, c'est pas j'ai un Sci-Fi. doute tout d'un coup. Non, c'est pas Quand on y a AMC. pas- C'est sci-fi. Ok, très bien. J'ai eu un doute énorme. Voilà. Oui, Donc ok. c'est Enfin, Sci-Fi qui Tu essaye mets le depuis- doute, Oui, du coup, non, mais mais vous devez avoir raison, j'ai j'avais eu ça en un tête. gros moi. doute. Pour moi, c'est vraiment le Moi, c'est remplacement de toi qui m'as Battlestar. dit, donc je te crois. Ouais, ça doit être là. alors. Donc The Expanse, c'est pas produit par Netflix, mais Non. c'est dispo sur Netflix. Et 3% par contre, qui est sorti il y a 2 semaines au moment où on enregistre, Ouais. c'est une production Netflix brésilienne et c'est une dystopie. Donc ça change un peu des genres dont on a parlé qui étaient plutôt tournés vers l'exploration spatiale. Ouais. Pas du tout de ça dans 3%. On est bien entre nous, entre humains, sur Terre, mais dans un futur assez proche. On est à Sao Paulo et la population est divisée entre les riches qui vivent sur ce qu'on appelle l'autre rive, qui est donc un endroit, on ne sait pas exactement où c'est, mais où on vit dans le confort, le luxe et le futur le plus total, et tout le reste, c'est-à-dire la majorité des gens qui vivent dans un genre de bidonville futuriste. Et tous les ans, les personnes qui ont 20 ans cette année-là peuvent s'inscrire pour passer une batterie de tests, et 3% d'entre eux auront le droit d'aller sur l'autre rive. Parce qu'il le mérite. Parce qu'ils le méritent. C'est des tests de logique, d'esprit de groupe, d'agilité, En gros, par exemple, dans la saison 1 qui a été diffusée, on a un personnage en fauteuil roulant et il n'est pas moins apte que les autres. Il suffit pas d'être un athlète pour passer sur l'autre rive. Donc ça a été plutôt bien reçu. On a un article que tu as signé, Hakim, mais j'étais d'accord avec toi sur la saison 1 qui est quand même plutôt rafraîchissante. On n'a pas vu de dystopie ailleurs que dans le young adult au cinéma depuis un petit moment, à part Black Mirror duquel on va parler bien sûr. Et je pense que 3%, on est obligé de le mentionner quand on parle de séries de SF actuelles. Ouais, je sais que moi, tu sais que moi j'avais hésité parce que du coup la dystopie c'est tellement un sous-genre précis qui s'éloigne de la science-fiction au sens large, donc les vaisseaux spatiaux, que j'étais un petit peu réticente. Mais oui, effectivement, en vrai, une dystopie c'est de la science-fiction, donc oui, 3% est une série de science-fiction, absolument. J'ai bien aimé aussi, même si l'image parfois il y avait toujours ce filtre métallisé quand t'es dans le futur. Je ne sais pas pourquoi, mais quand on est dans le futur, visiblement, on voit les choses dans des couleurs froides, dans des tons froids. Oui, tout à fait. Ça c'est le futur. Donc Ça, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment un héritage Hunger Games, Divergente, Ouais. etc., où tout est très béton, métal et très peu parce que c'est organique. simple, ça coûte pas cher et ça fait de la Ça SF fait joli. Facile en fait. Ouais. C'est aussi simple que ça. Donc t'as ça, Tu peux mettre un coup de peinture, quoi. Tu peux faire des trucs surtout Non, parce au qu'il faut Brésil. la chuter. Et ouais, donc à part ce côté, donc un petit peu cheap quand même, j'avoue, j'ai bien aimé l'histoire, c'est le concept que j'ai bien aimé, hein. Ce principe du processus, des 3%, toute la discussion autour de qu'est-ce qui est juste, pourquoi est-ce que eux le méritent, pourquoi est-ce que je suis meilleure que l'autre, ce sont les questions un petit peu philosophiques sur lesquelles j'ai vraiment accroché. J'ai pas eu le temps de voir, mais Ok. j'avais déjà envie et vous m'avez donné encore plus envie. C'est chouette. J'ai vu beaucoup de gens, malheureusement, de fans de science-fiction sur Internet qui s'arrêtent au côté dystopie et l'interprètent comme Divergente à la télé, quoi, en gros. Parce que Divergente, Bah. on va pas se mentir, c'est pas très très bien. Alors C'est je très suis divertissant, fervente mais c'est- défenseur de Divergente quand même, j'avoue. Ok. Alors en vrai, les bouquins, Mm. ça allait. Les films, vraiment Oui. très bof, mais j'aime pas trop. J'avoue, j'ai du mal à être en empathie avec les acteurs qu'ils ont choisis. Ils me convainquent rarement. Et du coup, voilà, c'est quand même un petit peu plus ambitieux et un peu plus adulte surtout que Divergente. On est sur des personnages qui ont 20 ans, qui en ont pas 14. Ouais. Et on n'est pas sur des questions d'élus et d'être choisi et d'être différent des autres. C'est juste, il y a quelques centaines de personnes qui s'inscrivent et il y en a 3% qui vont réussir. Et en fait, ceux qui réussissent, c'est pas toujours pour la même raison. Donc c'est pas mal. Et il y a un sous-texte politique avec effectivement une rébellion, etc., qui est un peu obligatoire dans un monde où tu as une telle dichotomie entre les riches et les pauvres, Ouais, qui est un classique aussi de la SF, et que j'ai hâte personnellement de voir dans la saison 2 moi aussi. se développer. J'espère que c'est pas un faux prétexte en tout cas et que cette rébellion, cette cause existe bel et bien. Juste Oui. un encart sur Divergente, donc le dernier volet sera en série télé, n'oubliez pas. Oui, Voilà. Tout Donc à c'est- fait. Ouais. car je pense que c'est la fin de cette énorme vague de dystopie pour jeunes adultes, comme on dit, qu'on a eu au cinéma, Ouais. et qui se découpait en un milliard de volets. On a eu Hunger Games, on a eu Labyrinthe, on a eu Divergente. Et le dernier Divergente passera à la télé, ce qui d'ailleurs a fâché quelques-uns des acteurs qui étaient un peu en Qui ont mode dit moi non. j'ai pas signé Voilà. pour une Ils ont série dit télé. non, en moi je fait. serais pas dedans quoi. Voilà. Mais ce que je comprends. Hein. Ouais, complètement. Et attends, donc Est-ce que je peux faire juste une parenthèse pour Oui, Louise. Labyrinthe? Est-ce qu'ils vont Oui. faire un troisième volet ou est-ce qu'ils oui, ont oui, dit- c'est toujours Ok, prévu le d'accord. décaler parce que donc il y a eu les blessures de
du petit Styles de Teen Wolf, là, Dylan Oui. O'Brien, pardon. Ah, ok. Il a été blessé, et puis la date a été recalée, il y a eu des retards. Mais c'est toujours prévu, ne t'inquiète pas. Oh bah Voilà. non, les gens, Ah, justement, je voulais. Que ça non, parce que continue pas. Bref, je fais un écart, j'en parlerai plus tard. Ok. J'en parlerai en off. Et donc pour continuer, je pense que c'est pas possible de ne pas citer Dark Matter. Dark Matter, franchement, je comprends qu'on n'aime pas en fait. C'est quoi? Alors vraiment, il Oui. faut que tu Non, non, focuses. je- On Dark coupera ça au Matter, donc c'est montage, mais encore, c'est quoi Dark Matter? Dark Matter, c'est encore une série de sci-fi, de la chaîne. C'est Attends, pardon, juste Ouais. quand je disais tentative ratée Ouais. de Battlestar Galactica, je Ouais. pensais à Dark Matter et Killjoy. Oui, alors moi Les je suis deux très séries que clémente je sur n'ai pas Killjoy. vues, donc je vais vous laisser vous Je clasher suis et très, faire très la meuf clémente. qui sait pas de quoi Mais vous j'ai parlez. regardé que 4 premiers de Dark Matter et 2 ou 3 de Killjoy. Mais- Bon. J'adore Killjoy, voilà, je le dis. Je trouve ça super drôle. Bref, Dark Matter. Mais donne-moi envie, donne-moi envie. Dark Matter, alors, est-ce qu'on coupera ça ou pas? Parce que le côté Battlestar, je suis pas d'accord du tout. Non, non, vas-y, moi j'ai envie que tu me donnes envie de les voir. Dark Matter, je pense pas que c'est une ambition Battlestar parce que tout simplement, ils ont. Le plot, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est 6 personnes qui sont sur un vaisseau, ils sont amnésiques. Ils se réveillent soudainement, comme s'ils sortaient de cryostase, que sais-je. Et donc, ils ne se souviennent pas comment ils en sont arrivés là, qui ils sont, et est-ce qu'ils se connaissent, ils ne savent rien. Alors forcément, il y a un androïde à bord qui a aussi également tout oublié, mais qui va essayer de leur trouver des pistes pour qu'ils retrouvent la mémoire. Et il y a bien sûr des traîtres parmi cette bande d'amnésiques, et en fait, il y en a qui n'ont pas forcément tout oublié et qui cassent bien leur jeu. On découvre très rapidement que ce sont des mercenaires, donc ce sont des dangereux, des terroristes. Ils ont un casier judiciaire long comme beaucoup de choses. Voilà. Et en fait, ce sont pas des gentils, sauf qu'ils vont essayer. Ils prennent cette amnésie comme une seconde chance, donc ils vont essayer de se racheter. Et donc là, le but, c'est tout simple en fait. Il y a forcément des gens de leur passé qui vont venir leur chercher des noises parce que Attends, c'était je pas des comprends pas, gentils. ils sont dans un vaisseau, ils vont où? On sait, ça, c'est aussi des mercenaires, donc tu sais, ils peuvent se Oui, mais bouger tu dis dans des... que... Ok, donc eux, ils Enfin, se ils savent déplacent. pas pourquoi savent pas, ouais, ils savent rien. se réveillent dans ce vaisseau, Ouais. ils ont aucun souvenir. Et donc les gens de leur passé vont venir les voir en disant « tu me devais de l'argent, tu m'avais dit que tu ferais ça, tu l'as pas fait ». Et ils se retrouvent embarqués dans des sales histoires parfois. Et aussi, ils sont embarqués parfois politiquement parce que ce sont des corporations en fait qui tiennent ce petit monde-là. Et il va peut-être falloir choisir un camp. Voilà. Ok. Et pourquoi c'est bien Dark Matter? Alors moi j'aime bien parce qu'il y a un but. Leur but c'est vraiment de se racheter, même s'ils ont fait des erreurs dans leur vie, ils peuvent changer. Ça c'est un petit peu la morale de l'histoire. J'aime beaucoup aussi leur dynamique de groupe au final parce que ça me rappelle un peu Firefly. Chacun a son rôle à jouer, donc le mentor, le beau gosse, le gros musclé, la petite mécano en plus. Pour le coup c'est vraiment une petite mécano. Et donc moi j'aime bien cette vibe là. Je m'intéresse aux gens. Ils s'intéressent à moi, donc je dois me redécouvrir parce que je ne sais rien de moi. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Après, il y a plus d'enjeux dans la saison 2, j'avoue. La saison 2 est plus feuilletonnante et il y a vraiment un véritable fil rouge, donc qui pourrait peut-être plus t'intéresser. Et la première saison, ça se met vraiment en place, chacun se découvre, quoi. Donc c'est vraiment cette mise en place. Moi, en fait, ce qui m'a gêné, bon, en fait, quand je dis Battlestar Galactica, c'est pas tellement en termes de, c'est pas vraiment comparable comme tu dis. C'est vrai que ni Dark Matter ni Killjoy. C'est juste que Sci-Fi il l'avait un peu marketé comme ça. Notre nouvelle grosse série, tu vois. Et Comme en fait, d'hab. quand tu regardes, j'étais ouais, non. En fait, moi, ce qui m'a plus gêné, c'est c'est un peu l'esthétique. Là, je parle pour Dark Matter. Oui. J'aimais pas trop propre, trop. Ça, je comprends. Voilà. Idem, ça m'a un peu Je trouve que rebuté. certains des acteurs manquaient beaucoup de charisme. Le héros principal, franchement, il a une tête de Le premier de classe, de ouais. bulldog défraîchi. J'arrive pas. Je sais juge pas. beaucoup au physique, hein. C'est la deuxième fois déjà. C'est vrai que je suis. Non, mais attends, bon, il est acteur, il est quand même. Son personnage, ils ont pas bien casté le mec. Non, vraiment, Ok. j'ai le droit de pas trouver quelqu'un beau ou... Tu as le droit. Bon. Non, mais je suis d'accord pour le Est-ce coup. que tu as le droit d'en t'apprends faire un peu. critère pour bien aimer le personnage? Non, mais je veux dire, après, j'ai conscience que c'est tout à fait personnel, mais je trouve vraiment qu'il manque de charisme. Mm. Et ça m'a beaucoup gêné. Et après, bon, il n'y a pas beaucoup de moyens, quoi. Donc, en fait, voilà, j'ai pas détesté. C'est juste que j'ai regardé 4 épisodes. Je suis là, bon, j'ai autre chose à regarder. Et en fait, ça a été un peu pareil que Killjoy, donc tu vas en parler. J'ai bien aimé l'idée, Ouais. etc. L'univers a l'air sympa. Mais bon, pareil, je me suis dit,
j'ai autre chose à voir. En fait. C'est aussi bête Pour que le ça. coup, Killjoy, c'était un peu mon Falling Skies. Je reconnais Ok. qu'il y a des... Ce n'est pas parfait, mais j'aime beaucoup. Killjoy, c'est encore une histoire de mercenaires. On va, Il y a on que va ça. aller En vite plus- sur en- Killjoy Ok. parce En plus, qu'on a ça se ensuite de ressemble gros beaucoup, titres quoi. à Ok. aborder ensuite. Vite On fait, est alors. très en retard pour Killjoys, le reste. donc ouais, c'est un trio de mercenaires. Ils prennent des mandats, ça s'appelle. J'ai fait un article dessus, vous pourrez aller le voir. Et donc très vite fait, ils réalisent des missions. Il n'y a pas vraiment de fil rouge pour le coup, c'est la mission de la semaine. Mais derrière, en sous-texte, il y a une histoire d'origine. Genre l'héroïne en fait ne sait pas trop comment elle en est arrivée là non plus. Donc ils vont essayer de découvrir ses origines. Voilà, en gros. Ce que j'aime bien dans Killjoy, c'est que c'est fun. C'est fun, c'est pop, il y a beaucoup de couleurs. Je parlais des couleurs saturées, de filtres métallisés. Là, les couleurs sont hyper saturées, au contraire. Et les 4 personnages sont super drôles et je les trouve hyper attachants. Voilà. Et il y a Ok. de la bonne musique, ça envoie. C'est cool. Franchement, c'est Donc on est divertissant. plutôt sur de la SF légère. Ouais, légère, ouais, pour le coup, oui. Et il y a un bel univers aussi derrière, mine de rien. Et c'est toujours diffusé. Ouais, c'est toujours. Saison 3 bientôt. Cool. Quand on a préparé ce podcast ensemble, Aki, on s'est demandé ce qui séparait ce qui différenciait les classiques de la SF des séries actuelles. Et on s'est dit que pour nous, les classiques qu'on a évoqués avant, donc notamment Star Trek, Stargate, etc., étaient plus tournés vers un aspect très exploration, très un petit peu planète de la semaine, avec plein de peuples différents et un côté très aventure. Alors que dans les grands titres de SF qui sortent actuellement, on se ressent plutôt sur l'humain, qui n'est plus tellement un colon, mais qui cherche plutôt sa place et son humanité. Et qu'il y avait aussi beaucoup de politique généralement dans les séries de SF actuelles. Et donc on l'a évoqué un petit peu avec The Expanse, qui met en scène finalement un univers très restreint puisqu'on est juste dans le système solaire, mais qui met plutôt en avant la géopolitique et les tensions diplomatiques. Et on a, pour se rapprocher plutôt du thème de qu'est-ce qui nous rend humains et quelle est notre place dans l'univers, on a 3 gros titres actuels de la SF. Le premier, donc je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de 3%, c'est Black Mirror, qui est donc une série britannique d'anticipation qui a été rachetée, et reproduite du coup par Netflix. On avait fait tout un podcast sur la dernière saison très attendue. Donc en gros, le pitch de Black Mirror, c'est que chaque épisode est complètement indépendant, ce qu'on appelle une série anthologique. Et chacun se passe dans un futur qui peut être demain, voire dans 10 minutes, ou dans très longtemps, c'est pas toujours précisé. Et chacun met en avant une technologie, une avancée technologique qui va foutre la merde, pas en elle-même, mais parce que nous les humains on est cons, et qu'on arrive toujours à se servir de nos inventions pour se faire du mal à petite échelle. Donc ça peut être quelqu'un qui se fait du mal, ou une histoire de couple par exemple, ou des fois à très grande échelle sur des grosses communautés. C'est une série qui est très ambitieuse, qui est très bien écrite, qui a une fanbase vraiment fidèle, et je pense que beaucoup de gens étaient très contents que ça ait été racheté par Netflix. Et je pense que c'est un bon exemple de ce qui peut se faire en SF aujourd'hui, mais auquel on pense pas forcément quand on pense à une série de SF, puisqu'il n'y a pas du tout d'aspect exploration spatiale, il n'y a pas d'aliens, il y a même pas tellement il y a rarement des robots humanoïdes, c'est plutôt des technologies implantées, des choses qui se rajoutent à notre quotidien, qui créent une réalité augmentée dans laquelle on a du mal à trouver notre place. Et je pense que c'est un bon exemple de ce que la SF essaye de nous raconter à la télé aujourd'hui. En fait, je voulais juste, parce que je voulais en parler tout à l'heure, la SF ne se définit pas forcément par des évolutions technologiques. Une évolution sociale, une expérience sociale peut être considérée comme de la SF. Donc, c'est vrai que pour moi, le en coup, fait, il n'y a dans pas de débat. 3%, Quoi. on n'a pas de technologie. Voilà. On a 2 ou 3 innovations, mais c'est pas le cœur de l'histoire. Mais c'est une nouvelle société, tu connais pas l'époque, tu peux Oui. supposer que c'est dans le futur. Bah voilà, c'est de la SF. En fait. Bon, Black Mirror, on va en parler, mais à partir du moment où tu as cet aspect expérience sociétale qui est irréel, tu peux la classer dans la SF. Donc il n'y a pas de débat pour moi en fait. Bon, ça dépend peut-être des épisodes aussi. Mais, Oui, parce que pour le coup, notamment dans la dernière saison, l'épisode 3, qui s'appelle Shut Up and Dance, ne contient pas vraiment d'innovation technologique. En vrai, c'est une histoire de hacker, ça se passe à notre époque. Les gens ont des smartphones, il n'y a même pas de nouvelle société. Mais comme la technologie est au cœur de l'épisode, ça reste en tout cas un épisode fidèle à ce que fait Black Mirror, qui est de nous foutre une nouvelle invention dans les pattes et nous regarder faire n'importe quoi avec. Est-ce que tu penses, toi, Aki, que Black Mirror, c'est un pilier de la SF actuelle ? Ou est-ce que c'est un petit peu trop spécial ? Moi, je pense que c'est trop spécial. C'est hyper niche, Black Mirror, mine de rien. Je sais que maintenant, avec Netflix, on a l'impression que tout le monde regarde les séries de Netflix, mais c'est pas le cas. Et Black Mirror, en fait, il n'y a pas tant de gens qui connaissent. Donc, moi, j'adore Black Mirror, c'est pas la question, mais
en fait, tu parles de Black Mirror à quelqu'un, j'ai dit quoi? Non, Game of Thrones, oui. Mais Black Mirror, Je non. sais pas. Et c'est hyper bien écrit, c'est très intelligent, mais c'est pas accessible à tout le monde, en fait. Et parfois, ce qui est paradoxal et un peu ironique, c'est que plus ça ressemble à notre société actuelle, plus les gens ne peuvent pas comprendre, enfin n'acceptent pas que ça puisse être réel, ça puisse se réaliser bientôt. Donc il y a ce côté un petit peu paradoxal dans Black Mirror que les gens peuvent refuser en fait. Enfin moi je vois ça comme ça. Alors, moi j'ai une relation un peu particulière avec la série parce que déjà j'ai vu que les 2 premiers épisodes de la saison 1. C'est-à-dire Ok. ceux que j'appelle Cochon et Vélo. Ouais. Tout à fait. Euh, Ou Cochon et Nouvelle Star, ça dépend. Ah, vélo. En fait, je suis déjà assez misanthrope pessimiste C'est vrai. Et C'est j'ai vrai pas- que tu l'es beaucoup. Hein. et j'ai pas besoin de me rajouter en fait. Et du coup, j'ai un peu ce blocage, c'est-à-dire je me dis, mais moi je vois ça tous les jours dans la rue en fait. Bon, j'exagère, mais c'est vrai que j'ai pas besoin de m'infliger ça en plus. À chaque fois, les gens ils ressortent de l'épisode en PLS. Moi, le premier, j'avais envie de gerber. Le deuxième m'a moins touché parce que je voyais le truc pas mal venir. Et moi, j'étais juste là, oui, c'est le monde dans lequel on vit. Enfin, tu vois, Oui. et ça, il y a C'est aussi vrai. ça qui m'énerve. Les gens, ils regardent Black Mirror, t'as l'impression qu'ils découvrent quelque chose. Excusez-moi, ouvrez juste les yeux, s'il Oui. vous plaît. Oui, je suis Arrêtez. complètement d'accord. Enfin, tu vois, et c'est vrai que ça a le tendance un peu à m'énerver. Je dis, waouh, putain, il m'a ouvert les yeux. Mais comment allume ton cerveau T'as quel âge? 20 ans? Bah, t'as 20 ans de retard sur l'allumage de ton cerveau, putain. Sois gentil. Pardon. Non, mais c'est vrai que j'ai tendance un peu à être très étonné que les gens trouvent ça incroyablement ingénieux, alors que c'est juste ce qu'on vit tous les jours. C'est ce que vivent beaucoup de gens, notamment, par exemple, des épisodes, même si je les ai pas vus, mais qui apparemment traitent d'harcèlement, de choses comme ça. Enfin, ouais. Et moi, en fait, je vais les regarder, hein, parce que je suis sûr de la qualité de la chose, etc. Mais je suis vraiment pas en ce moment dans l'état d'esprit où je vais me dire, je vais m'infliger 3 saisons de trucs qui vont me donner envie de brûler la planète, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc j'ai un peu ce réflexe-là, quoi. C'est un peu difficile pour moi. C'est vrai que si vous avez déjà une foi en l'humanité plutôt vacillante, Ouais. ne binge-watchez pas Black Mirror. Alors en règle générale, je pense qu'on peut dire ne binge-watchez pas Black Mirror parce que chaque épisode vaut le coup. C'est des épisodes longs, c'est des histoires séparées, c'est pas le même cast, c'est pas les mêmes mondes. Donc savourez-les un petit peu comme des films finalement, des films assez courts. Et si vous avez déjà du mal à croire en l'avenir de notre espèce, c'est pas forcément votre priorité. on va Il y en dire. a pas, il y a pas d'avenir, hein, c'est bien Mais simple. si, on va aller coloniser le système solaire et se battre Mais avec non. Mars. Ouais, bientôt. Ou être du côté de Mars, puisque perso, j'irai là-bas. Ça a l'air plus cool. Et donc, on a ce thème de plutôt qu'est-ce que l'humanité fait pour se saboter elle-même dans Black Mirror. Et dans un autre énorme titre de SF qui est sorti cette année, on a plutôt le thème de qu'est-ce qui nous rend humains. C'est Westworld, dont on vous a également parlé en podcast demi-saison avec les frères des cracks. Donc Westworld, c'est une nouveauté HBO qui, comme Sci-Fi, cherche son prochain Battlestar Galactica. C'est le HBO nouveau Game of Thrones. Ouais. HBO est en train de chercher son prochain Game of Thrones puisqu'il nous reste que 2 saisons courtes et ça va aller très vite et il va falloir rebondir derrière. Bon, personnellement, je pense pas que Westworld est le nouveau Game of Thrones, mais c'est en tout cas une série très ambitieuse créée par Vraiment pas. Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan. On est dans un monde qu'on imagine dans le futur. Bon, apparemment, il y a des trucs dans la série qui indiqueraient que c'est en 2050, mais je crois pas du tout que c'est en 2050 parce que 2050 c'est genre demain, donc j'ai Ouais. effacé cette information de mon cerveau. Je pense On est pas. dans un futur. On imagine qu'on est dans un Bah, futur. C'est pas Vous précisé. êtes en quelle année? On est en 2016? Ouais. Ouais, ça fait 34 ans. Ouais, non, c'est rien. Ouais, non, c'est je- demain, Franchement, quoi. t'imagines, retourne 34 ans en arrière et l'évolution technologique qu'il y a eu. Ouais, mais non, là, Non, c'est j'y pas crois une pas. c'est Là, pas on une est évolution même trop technologique. loin Ouais, dans leur. bon. Ils sont Ouais. bizarres, quoi. Ouais. Donc Westworld, on est dans un monde dans lequel existe un parc, le fameux Westworld, qui recrée une ville de western et la campagne environnante. Les gens payent 40 000 balles par jour pour venir dans le parc, mettre un joli chapeau, un joli flingue et faire ce qu'ils veulent, donc rentrer dans les storylines de tous les autres personnages du parc, qui sont des robots humanoïdes extrêmement réalistes, qui saignent, qui meurent, qui crient, qui ont mal, qui ne savent pas qu'ils sont des robots, et qui revivent tous les jours ou toutes les semaines, selon leur storyline, les mêmes choses et qui sont là pour que les humains en fassent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que tu peux arriver, aller partir chasser un trésor et faire ta vie avec un gentil vieux monsieur qui veut t'aider parce que tu l'as relevé, ou tu peux arriver canarder tout le monde et violer tout ce qui passe, et en fait, personne ne t'en voudra puisque ce sont des robots et que tu payes 40 000 balles par jour, je le répète. C'est donc un RPG, en fait, Ouais. grandeur C'est un- nature. voilà, c'est un en jeu fait. vidéo grandeur nature, sauf que tout de suite, quand t'as en face de toi des trucs qui ont l'air d'être en chair et en os et qui crient et qui se débattent, c'est un peu dur de se dire que
psychologiquement c'est normal de leur faire tout ça. Et du coup Westworld pose bien sûr la question de quand est-ce qu'une intelligence artificielle développe sa propre conscience, puisqu'on a des robots qui commencent à douter de leur statut, à gratter un petit peu sous la surface, à avoir des souvenirs, ce qu'ils sont pas censés avoir puisqu'ils sont rebootés en permanence. Et c'est la grande question de quand est-ce que la conscience existe et quand est-ce qu'un être qui a été créé de toutes pièces devient humain. Et est-ce que si finalement un humain peut pas faire la différence entre les deux, est-ce que c'est pas équivalent si on a en face de nous un robot et un humain et qu'à part en leur tirant dessus on peut pas savoir qui est qui? Est-ce que le robot mérite pas qu'on lui tire pas dessus finalement? Qu'est-ce que tu en penses de Westworld? On en a beaucoup parlé. Alors, Oui, on va te laisser qu'est-ce la que t'en parole. penses, toi. Malheureusement, le jour où j'ai regardé le premier épisode, j'étais épuisé psychologiquement et physiquement, et je me suis endormi devant. Et en fait, j'ai pas continué, mais je vais regarder. C'est juste que j'ai pas eu le temps et j'ai un petit blocage parce que On en parle trop. non, j'ai pas de problème avec ça. D'accord. C'est juste, il y a trop de western dans ma SF pour le coup. J'aime bien le western, mais c'est pas une passion comme la SF. Et là où par exemple Firefly est un western de science-fiction, mais c'est quand même des vaisseaux, des machins et tout. Là, j'ai de la science-fiction, mais au final, ça se passe 90% du temps dans un western, dans le West américain, qui est une période que j'aime bien, mais Ça te fait pas rêver comme setup? j'ai pas envie de dire que j'aime pas parce que c'est pas le cas et je sais pas, j'adore Retour vers le futur 3 qui se passe, tu vois, mais je sais pas, j'ai un truc qui fait que je regarderai ça plus tard. Mais bon, là c'est vrai que tout le monde dit que c'est excellent, j'ai de très bons retours donc je vais vraiment me forcer et c'est aussi le fait que je me suis endormi, bon voilà, je pense que malheureusement du coup je peux pas trop en parler. J'ai quand même bien aimé le premier épisode, j'ai quand même vu peut-être 90%. Non, je suis quand même impatient de voir où ça mène. Par contre, c'est ça aussi, c'est que effectivement, le premier épisode, j'arrive pas à savoir ce qu'on va me raconter. Oui, en fait. C'était une critique d'ailleurs On est un peu récurrente. perdu. Et le western aussi d'ailleurs, ça a été une critique récurrente. Hein. Après, la série c'est ça, donc je peux pas le lui reprocher. Du coup, c'est juste personnel. Mais même le fait que je sache pas où est-ce qu'on m'amène, pour moi, c'est même pas forcément négatif. C'est un procédé de narration, quoi. Mais c'est vrai que bon, voilà, je sais pas, malheureusement, je peux pas vous en dire beaucoup plus. En fait, la thématique justement du robot qui s'éveille, moi je l'apprécie beaucoup. Ça rejoint un peu le côté social que j'apprécie dans la SF. Donc c'est pour ça que j'aime Westworld de base. C'est clairement pas le côté technologique pour le coup. Et du coup, on peut enchaîner rapidement sur une autre série où la question aussi est-ce que je suis un être vivant, est-ce que j'ai une âme, blablabla. Dans Real Humans, donc Akna Maniskor, La meuf a le titre suédois, qui a été réadapté en version britannique, que j'ai vu juste la première saison pour le coup, j'ai pas vu la deuxième encore. Donc c'est la série qui était passée sur Arte avec des robots humanoïdes assez réalistes qui peuvent être achetés pour différentes tâches et différents rôles dans la société. Des U-bots, voilà. Des robots domestiques en fait de base, ou pornographiques, enfin pour des besoins bien humains et qui ont en fait pour des besoins bien humains absolument, et qui en fait vont commencer aussi à prendre conscience, certains du moins, peut-être que je ne devrais pas subir tout cela, peut-être que moi aussi j'ai le droit à une vie. Tous les trucs qui m'entourent et qui me ressemblent pas mal, ils subissent pas tout ça, c'est bizarre. Et la fameuse question, et il va y avoir une quête avec un groupe de dissidents pour renverser les humains. Pas vraiment pour renverser les humains, pour s'éveiller, du coup, pour avoir leurs propres droits. Et ça, c'est cool. C'est un aspect que j'ai beaucoup aimé dans Real Humans, c'est que la société en parle comme un sujet actuel, comme un véritable sujet. Est-ce qu'on doit accorder des droits aux robots ? Et ça, ce qui est assez tu en fait dans les autres séries. C'est plutôt quelque chose que je vois arriver en fait dans notre monde que Westworld, qui est quand même un peu plus dur à imaginer en réalité, quoi. Et parce qu'il y a un côté très corporation privée en fait. Westworld, c'est une entreprise avec un comité de direction, avec des questions de rentabilité. Et en fait, cette formidable innovation technologique qui sont leurs robots, on ne sait pas si elle se répercute dans le monde extérieur ou pas, parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble l'univers dans lequel Westworld existe. Alors que dans Real Humans, c'est vraiment notre vie. C'est ton voisin d'à côté qui a sa robot qui va lui faire les courses parce qu'il boite, et c'est ta mère qui a une robot qui fait le ménage, quoi. Donc on a vraiment le côté domestique, je suis d'accord, qui est beaucoup plus facile à appréhender. Et je t'en parlais quand on préparait le podcast. Il y a beaucoup de gens qui par principe ne regardent pas de SF parce que comme ils regardaient pas de fantasy avant Game of Thrones, ils se disent c'est pas pour moi.
Et pour moi, c'est l'exemple, c'est typiquement ma mère. Ma mère ne regarde pas de science-fiction. Dès que ça ressemble pas à sa vie, elle regarde pas. Ça, elle pourrait regarder en fait. Parce que en vrai, c'est sa vie avec juste un aspirateur amélioré qui C'est ça. peut-être mérite d'avoir le droit de vote. Mm. Donc ça va. C'est cohérent. Mais en fait, c'est typiquement, c'est très scandinave, ça, ce genre de sujet. Terre à terre. Ouais, Mm. exactement, ancré dans la réalité et surtout même l'enjeu politique gouvernemental. Donc, ce qui manque un petit peu pour moi dans la version britannique, réussit plus à soulever les questions donc humaines, des robots, la robotique, etc. Mais ça perd un petit peu en enjeu politique, ce que je trouve un petit peu dommage. Mais chacun ses goûts après. Moi, j'ai vu que la version suédoise sur Arte à l'époque. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, en fait, vous avez tout dit, quoi. Les thématiques sont bien abordées. Et puis, bon, c'est un sujet qui est extrêmement populaire dans la science-fiction, quoi. Par contre, je trouve que là-dessus, quand on a lu beaucoup de science-fiction, vu beaucoup de science-fiction, on n'est pas non plus hyper surpris. Enfin, Oui, on est dans Voilà. des thèmes vraiment très classiques. Par Mais contre, du pour- coup, les voir je sur pense- Arte en prime voilà. time, c'était cool. pour des gens qui n'ont pas eu de rapport avec ces thématiques, qui n'y ont jamais réfléchi, je pense que c'est une très bonne série pour commencer, quoi. C'est genre la variété de la SF, quoi. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu disais sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas la science-fiction alors qu'en fait ils en regardent souvent. Moi l'exemple que, bon on sort un petit peu des séries pardon, mais l'exemple que je prends souvent c'est la série Her, le film Her Oui. avec Joaquin Phoenix ou mine de rien The Eternal Spotless Mind of The Eternal Sunshine of the Eternal Spotless Mind, Mind. qui est un de film de Michel science-fiction. Gondry. Oui. Voilà. Parce que donc dans Her, on a une intelligence artificielle qui te sert de compagnon, ou de Avec ce que qui le tu veux. personnage tombe amoureux Voilà, en fait. et qui se construit et qui apprend à te connaître. Et dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, on a une technologie qui permet d'effacer des souvenirs et le héros va essayer d'effacer son ex parce qu'il est triste. Sauf que pendant le processus, il va se rendre compte qu'il veut garder ses souvenirs d'elle et essayer de lutter contre cette technologie. Bon, vous vous rendez compte que je parle de deux films qui parlent d'amour. Oui, on est dans la tendresse. Mais, Mais c'est très bien amené. Enfin, mais- la technologie est ouais. bien amenée dans l'amour, en fait. Mm. Donc, c'est trop... Et souvent, c'est l'exemple que je donne, c'est les gens qui fonctionnent sur des stéréotypes. Et du coup, j'ai utilisé les guillemets, mais vraiment, c'est vraiment ça. Les gens, moi, j'aime pas la science-fiction, ou bien, moi, j'aime pas les films pour les filles, tu vois. Bon, ben, c'est complètement débile de toute façon dans tous les deux cas, parce que vous pourriez tous les deux regarder Her ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind, puisqu'il y a les deux, et en plus, c'est très bien écrit, c'est magnifique. Enfin, moi, Her, c'est le plus beau film d'amour que j'ai vu depuis ces 10, 15, 20 dernières années. Enfin, je trouve ça merveilleux. Il était dans mon top film aussi. Ouais, Donc, il est génial. ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, enfin bon, petite digression, mais c'est vrai que... On en est dans le plus grand des ouais. calmes à 1h45. Ok, bon, donc, on est bon. on coupera des J'arrête. trucs au montage. J'arrête. Non, bah pour moi, il n'y avait rien à couper dans tout ce qu'on a dit. Donc, Pour moi non plus, mais on va essayer de garder un truc Bah, un après, peu un plus podcast tight. d'1h45. On pourra ajouter une petite bande-annonce de Firefly parce que ça chante et que c'est trop bien. Évidemment que ça chante. Enfin, le Donc générique. pour Take my essayer de hand, résumer et de take my rassembler, vous pouvez chanter, vous pouvez faire un fond, vous chantez. Pour essayer de rassembler toutes ces idées et toutes ces séries qu'on a jetées au vol. Alors déjà, il y a un article lié à ce podcast sur lequel vous pouvez retrouver la liste de tout ce qu'on a cité avec un petit résumé parce que vous avez pas, enfin, je me rends compte, j'espère que vous n'avez pas dégainé un bloc-notes au début et que vous en êtes à 4 pages en mode de quoi, comment ça s'appelait déjà. On vous fera une liste et on vous dira où sont disponibles ces séries quand elles le sont. Et donc la question était, est-ce qu'il y a un renouveau de la SF à la télévision? Et est-ce que, question subsidiaire, est-ce que la SF arrive à sortir de sa niche de séries pour nerds et à drainer un public un peu plus varié? C'est quoi ton verdict, Aki? Oui. Oui et oui. Oui et oui. Tout simplement parce que maintenant, les effets spéciaux, c'est un peu acquis pour tout le monde, j'ai l'impression. Donc, ils acceptent, et donc les gens regardent. J'ai plus rien d'autre à dire. Oui. Tu penses que comme les gens ont tous vu, je sais pas, Tony Stark s'envoler dans l'espace, ils sont C'est plus aptes à voir des robots Complètement. à la télé. Ok. Oui, je dirais oui et oui, mais avec ce bémol qui est qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas conscience qu'ils aiment ça. Voilà. Est-ce que c'est forcément un bémol? Finalement, Ben, s'ils regardent et qu'ils aiment, est-ce que oui, c'est pas parce qu'au l'essentiel? final, ils ont quand même toujours. Après, si tu leur poses la question, est-ce que t'aimes la SF? Ils vont dire, bah non, moi j'aime pas les vaisseaux et les extraterrestres. Alors que, oui, mais la SF, c'est pas ça. Tu vois, donc, Ok. et en fait, t'en regardes. Voilà. Donc il faut redonner ses lettres de noblesse C'est quand ça, même mais au genre. en fait, les a toujours eu pour moi, surtout Oui. dans la littérature. Mm. Mais la littérature aussi, ça a été un combat avant que la littérature de science-fiction soit considérée Oui. comme de la vraie littérature. Et pas du sous-roman, mais du au- sous-genre. Voilà, aujourd'hui, même un mec qui ne lit pas de littérature science-fiction, tu lui parles de Dune, Frank Herbert, il va pas te dire c'est un roman de gare, il va dire oui, c'est excellent, j'en suis sûr, tu vois. Donc là, il y a eu un travail qui a été fait, c'est quand même un travail d'esthète, mais
Encore, je trouve aujourd'hui, quand c'est audiovisuel, c'est pas. Moi, je pense que c'est pas on a encore rarement gagné. eu un film de SF aux Oscars dans les catégories Oui, non, principales. je en suis tout désolée, tu peux pas comparer avec ça. Il y a jamais eu de comédie vraiment aux Oscars non plus, quoi. cas. Mais c'est pas parce Ouais. qu'il y a d'autres Oui. genres Après, tout snobés ça par l'Académie que. est une fumisterie, donc de base. Ok, bah, Et je suis toi plutôt d'accord Ouais. avec vous. Je pense aussi qu'il y a un renouveau de la SF et je pense surtout que la SF en soi a besoin plus que d'autres genres de budget, plus qu'une sitcom, plus qu'une série familiale comme This Is Us par exemple, qui ça se voit qu'il y a de l'argent, mais il n'y a pas besoin de tant d'argent. Je pense que beaucoup de séries de SF ont besoin de budget. Tu peux pas faire Westworld avec un budget réduit. Tu peux difficilement faire The Expanse et je pense que le fait que des chaînes mettent l'argent nécessaire à ces productions, c'est forcément qu'il y a un public derrière. Et je pense qu'aussi avec Netflix et le fait que Netflix produise de la SF, bah en vrai, c'est quand même un canal d'accès pour de plus en plus de gens à des productions originales. Donc, je pense que la SF revient un petit peu à la télé, en tout cas dans les séries télé qui ne se regardent plus tellement sur une télé finalement. Et j'en suis plutôt contente. Après, est-ce que les gens qui n'aiment pas la SF vont bientôt se rendre compte que, en fait, si, il y a des trucs de SF qu'ils aiment bien. Écoute, ce sera peut-être qu'on va faire un article. J'aime pas la SF, mais ça j'aime bien. Des trucs à filer à tes potes qui sont là en mode non, moi j'aime pas les aliens. Ouais. Ou sinon, vous parlez de Nexus 6 et vous encouragez les gens à s'abonner. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus parce qu'ils sont plus verts. J'ai tout le temps des pouces verts comme si j'étais ma daronne. Merci beaucoup d'être venu. On va se dire au revoir. On va rendre l'antenne, comme on dit sur France Inter. Donc Attends, on on peut est France Inter carrément. Ok. Ouais, France Inter. Parce qu'un jour, je suis sûre que ça parle de SF sur France Inter. Nous, ça On parle est sorti déjà de la niche. Non, ça parle déjà de SF sur France Inter. On peut te Ok. retrouver, Capitaine, sur Nexus 6 sur YouTube. Exactement. Nexus 6, c'est 6 en chiffres romains, donc VI, comme dirait Obélix, dans, à fait. dans les 12 travaux. C'est marrant que t'en parles parce que c'est les reruns que tout le monde regarde à Noël et je pense que ça va bientôt ouais, passer. c'est sûr. Tout Voilà. à fait. Et tu sais, il voit Yves, il est Yves. Et Astérix, il lui fait non, pas Yves. Yves 4. Je sais pas, je lisais les BD. Je regardais pas à la télé. Enfin, Elle avait c'est notre bien aussi. culture, Non, voilà. c'est bien, non, mais c'est bien. Voilà. J'avais la culture papier. Bah, merci de m'avoir invité. J'étais ravi. C'était Toujours un plaisir de C'était te vraiment recevoir. enrichissant et intéressant. Merci d'être venu. Et à bientôt pour un nouveau podcast, ciné ou série, l'un ou C'est l'autre. ciné-film de Noël. Tout à fait. Donc au moment où on enregistre le prochain podcast, c'est Aki qui vous parlera de films de Noël et je ne serai pas là car j'ai une culture en films de Noël déplorable. Donc je ne vais pas vous infliger ma présence de c'est quoi ça. Mais Mais il y pense à aura- expliquer aux gens c'est quoi les films dont Je tu penserai parles. et puis je l'indiquerai bien à mes invités qui seront donc Margot de chez nous et Marion Séclin, Feu de chez nous. Elle n'est pas morte. Oui. À bientôt Internet et regardez de la SF, c'est bon pour ce que vous avez. À bientôt, Bye. merci. Bonne soirée. Ciao. I want to survive, or you will see me thrive. Can't write my story. I'm